Les mains d'Elijah Thornton portaient encore la terre de la tombe de sa femme. C'est alors qu'il a entendu les enfants crier à la gare. 7 enfants. L'aîné serrait la plus jeune contre elle comme si sa vie en dépendait, et épinglait sur chacun de leurs manteaux usés des étiquettes sans papier. Fauteurs de troubles, défectueux, sauvages, muettes, étranges, sans valeur, inconnus. Les habitants de la ville passaient sans un regard. Mais Elijah, lui, ne pouvait pas s'éloigner. Pas de ses yeux, pas de ses enfants qui portaient leur rejet comme une condamnation à mort. Si vous voulez voir comment un homme brisé et 7 enfants oubliés ont reconstruit ce que le monde a tenté de détruire, restez avec moi jusqu'à la toute fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur le bouton j'aime et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut aller. Le vent du Wyoming transperçait Elijah Thornton, une lame de glace et de souvenirs. 4 mois. C'est le temps que Sarah avait passé sous terre. 4 mois à se réveiller dans un silence si lourd qu'il lui coupait le souffle. 4 mois à tendre la main dans l'obscurité de l'autre côté du lit pour ne trouver que des draps froids et le fantôme de lavande qui s'accrochait encore à son oreiller. Il se tenait près de la fenêtre de la cuisine, son café refroidi entre les mains, le regard dans le vide. Le ranch de Thornton Creek s'étendait devant lui. 500 acres de terre qui, autrefois, avaient un sens. Sarah avait planté des roses près du porche. Elles étaient mortes maintenant. Elle avait accroché des rideaux à chaque fenêtre pour que l'endroit ressemble à un foyer. Il ne les avait pas ouverts depuis octobre. « Tu ne manges toujours pas. » La voix venait de l'embrasure de la porte. Tom Walker. Son insigne de shérif adjoint captait la faible lumière du matin, son chapeau à la main. « Je n'ai pas besoin d'une nounou, Tom. Non. Tu as besoin d'un ami qui te dira la vérité. » Tom se dirigea vers le poêle, se servit d'un café. « Tu as une mine de déterré, Eli. Quand as-tu dormi plus de 2 heures pour la dernière fois? » Elijah ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Les cauchemars revenaient chaque fois qu'il fermait les yeux. Le visage de Sarah, pâle et en sueur à cause de la fièvre. Sa main devenant molle dans la sienne. Le bruit de la terre frappant le cercueil. Et avant ça, les autres cauchemars. Ceux de la guerre qui ne s'étaient jamais vraiment arrêtés. « Il y a une raison pour laquelle je suis venu, » dit Tom avec précaution. « Le train des orphelins passe par Elkhorn Crossing aujourd'hui. Et alors? » « Alors, la Société d'aide à l'enfance cherche des familles pour les accueillir. De bonnes familles chrétiennes, disent-ils. La voix de Tom portait quelque chose qu'Elijah ne parvenait pas à déchiffrer. Je pensais que peut-être... Non. Élie, j'ai dit non. Elijah posa sa tasse si fort qu'elle se fissura. J'arrive à peine à me maintenir en vie, Tom. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais m'occuper d'un enfant? Tom resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Parce que Sarah aurait voulu que tu le fasses. » Le nom le frappa comme un coup de poing. Les mains d'Elijah agrippèrent le bord du comptoir, ses jointures blanchissant. « Sors d'ici. » J'ai dit « Sors d'ici. » Tom partit sans un mot de plus. Mais ses bottes avaient à peine quitté le porche qu'Elijah l'entendit. Le sifflement lointain d'un train traversant la vallée comme un appel à l'aide. Il se dit qu'il n'irait pas. Se dit que ce n'était pas ses affaires. Pas son problème. Il avait déjà assez de fantômes sans en ajouter d'autres. Mais ses mains attrapaient déjà son manteau. Le trajet jusqu'à Elkhorn Crossing prit 1 heure. Rust, son cheval alezan, avançait sur le sentier gelé avec la patience d'un vieux soldat. Elijah garda la tête baissée, le col relevé, essayant de ne pas penser à la raison de son geste. La ville émergea de l'après-midi gris comme une blessure dans le paysage. 30 bâtiments, peut-être 40. Un magasin général, un saloon, une église au clocher tordu, et la gare où une foule s'était rassemblée malgré le froid glacial. Elijah attacha Rust au poteau et se dirigea vers le quai. Il les entendit avant de les voir. « Ne me touchez pas. » Une voix de fille, pleine de fureur et de peur. « Ne la touchez pas. » La foule avait formé un cercle lâche, comme le font les gens quand ils veulent regarder quelque chose sans trop s'approcher. Elijah se fraya un chemin, sa grande taille lui donnant l'avantage. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. 7 enfants. L'aînée était une fille, peut-être de 14 ans, avec des cheveux auburn s'échappant de sa tresse et le feu dans les yeux. Elle se tenait les bras écartés, protégeant les autres derrière elle comme une louve protégeant ses petites. Un homme avec un chapeau melon, Elijah reconnut Silas Crenshaw,
le plus riche propriétaire terrien du comté, avait la main enroulée autour du bras d'un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. Celui-ci a l'air assez fort, disait Crenshaw à la femme à la côté de lui. J'aurais bien besoin d'une autre paire de bras dans les mines. Les autres ne valent rien, mais celui-ci, il n'ira nulle part sans moi. La fille aînée se jeta en avant et Crenshaw lui donna un revers de la main sur le visage. Elle tomba lourdement au sol. Les plus petits se mirent à crier. Et quelque chose à l'intérieur d'Elijah Thornton, quelque chose qui était gelé depuis la mort de Sarah, s'est brisé net. Il bougea avant même de pouvoir réfléchir. 3 longues enjambées, et il était là, sa main se refermant sur le poignet de Crenshaw avec assez de force pour le faire crier. « Lâchez-le ». Le visage de Crenshaw devint rouge. « Mais pour qui diable vous prenez-vous? Je suis un homme qui vient de vous voir frapper un enfant. » La voix d'Elijah était calme, terriblement calme. La voix qu'il utilisait à la guerre quand tout était sur le point de partir en vrille. Et je pense que si vous ne retirez pas vos mains de ce garçon tout de suite, vous allez découvrir exactement ce que j'ai appris à Antietam. La foule était devenue silencieuse. Les yeux de Crenshaw balayèrent les gens autour de lui, cherchant du soutien, n'en trouvant aucun. Il relâcha le garçon. L'enfant recula aussitôt, se pressant contre la fille aînée qui s'était relevée avec difficulté. Sa lèvre saignait. Ses yeux étaient fixés sur Elijah, un mélange de gratitude et de méfiance. « Ces enfants sont la propriété de la Société d'aide à l'enfance », gronda Crenshaw. « Vous n'avez aucun droit. Ce ne sont pas des propriétés. » Elijah se tourna pour faire face à l'homme. « Ce sont des enfants. Et à moins que vous n'ayez des papiers disant que vous avez légalement adopté ce garçon, vous n'avez aucun droit sur lui. Je n'ai pas besoin de papiers. Personne ne veut d'eux de toute façon. » Crenshaw désigna les enfants avec dégoût. « Regardez-les. » La femme de la société était pressée de s'en débarrasser. Elle a dit qu'ils n'étaient que des sources d'ennui, impossibles à marier, impossibles à former, indésirables. Le mot flottait dans l'air comme un poison. Elijah regarda les enfants attentivement pour la première fois. Vraiment regarder. 7 enfants, blottis les uns contre les autres contre le froid. Leurs vêtements étaient minces et rapiécés, faits pour les villes de l'Est, pas pour les hivers du Wyoming. Leurs visages étaient creusés par la faim et l'épuisement, et épinglés sur chacun de leurs manteaux, des étiquettes en papier écrites en grosses lettres noires. La fille aînée, fauteur de troubles. Un garçon aux cheveux noirs, silencieux comme une ombre, défectueux. Une fille au visage rond et aux boucles blondes, peut-être 10 ans, essayant désespérément de sourire, maladive. Un garçon plus petit avec un visage plein de taches de rousseur, sauvage. Une fille de 7 ans au regard sérieux qui observait tout avec un calme surnaturel, étrange. Une toute petite fille de 5 ans, si près de l'aînée qu'elle semblait vouloir disparaître en elle, muette. Et la plus petite, une enfant aux cheveux d'or de 4 ans, serrant une poupée en lambeaux, inconnue. Elijah sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Quelque chose qui aurait pu être de la rage, ou du chagrin, ou les deux. Qui leur a mis ça? Sa voix sortit rauque, écorchée. Crenshaw haussa les épaules. La femme de la société. Elle a dit que c'était pour aider les familles à savoir ce qu'elles prenaient. La vérité sur la marchandise, c'est comme ça qu'elle a appelé ça. La vérité. Elijah tendit lentement la main, donnant à la fille aînée le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Elle resta parfaitement immobile, sa lèvre saignante serrée tandis qu'il détachait le papier de son manteau. Fauteur de troubles. Il le froissa dans son poing. Puis il passa à l'enfant suivant et au suivant, enlevant chaque étiquette, écrasant chaque mensonge. Défectueux, maladive, sauvage, étrange, muette, inconnue. Quand il eut fini, il laissa les papiers tomber sur le quai. Le vent les attrapa, les dispersa comme des feuilles mortes. « Ces enfants, dit Elijah, assez fort pour que toute la foule l'entende, ne sont pas indésirables. » Crenshaw se mit à rire. « Alors je suppose que vous allez les prendre, tous les 7, un éleveur célibataire qui peine à garder son propre bétail en vie? C'est exactement ce que je vais faire. » Les mots sortirent avant qu'Elijah ne puisse les retenir, avant qu'il ne puisse penser à ce qu'il disait, à ce qu'il promettait. Mais à l'instant où ils quittèrent ses lèvres, il sut qu'ils étaient vrais. La foule éclata en murmures.
Les yeux de la fille aînée s'écarquillèrent. Les plus petits se serrèrent encore plus les uns contre les autres, comme s'ils avaient une peur de croire ce qu'ils venaient d'entendre. « Vous êtes fou, dit Crenshaw d'un ton sec. « Peut-être. » Elijah s'accroupit, se mettant à la hauteur des yeux de la fille aînée. De près, il pouvait voir l'épuisement gravé sur son jeune visage, le poids de la responsabilité qu'elle portait depuis Dieu sait combien de temps. « Comment tu t'appelles » Elle hésita. Son regard passa des enfants derrière elle à lui, puis revint. « Grace, dit-elle finalement. « Grace Whitmore. »« Grace. » Il répéta le nom, le laissant s'installer entre eux. « Je m'appelle Elijah Thornton. J'ai un ranch à environ 1 heure au nord d'ici. 500 acres, une grande maison, des chambres vides. » Il fit une pause. Trop vide. Pourquoi? La voix de Grace se brisa. Pourquoi nous prendriez-vous? Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils disent de nous, les choses que nous avons faites, les ennuis que nous... Je sais ce que j'ai vu. Elijah garda sa voix stable. J'ai vu une fille prête à affronter un homme adulte pour protéger sa famille. J'ai vu des enfants à qui on a dit qu'ils ne valaient rien par des gens qui n'ont jamais pris la peine de regarder au-delà d'un bout de papier. Il se redressa. Je ne vous demande pas de me faire confiance. La confiance prend du temps. Mais je vous offre un toit, des lits et de la nourriture. Et je vous offre un choix. Un choix? Vous pouvez venir avec moi et voir si les choses peuvent être différentes. Ou vous pouvez rester ici et attendre que quelqu'un d'autre décide de votre avenir. Il soutint son regard. C'est à toi de décider, Grace. À vous tous. Grace se tourna pour regarder les enfants derrière elle. Le garçon silencieux, Sam, comme l'indiquait son étiquette, observait avec des yeux qui en avaient trop vu. La fille blonde, Hannah, pleurait des larmes silencieuses. Le garçon aux taches de rousseur, Billy, avait les poings serrés comme s'il était prêt à combattre le monde entier. La petite Maddie se tenait parfaitement immobile, ses lèvres bougeant dans ce qui aurait pu être une prière. Lucy s'accrochait au manteau de Grace à 2 mains, et la plus petite, Abby, avait le visage enfoui contre l'épaule de Lucy. Grace s'agenouilla. Elle leur chuchota quelque chose à chacun, écouta leurs réponses, observa leur visage. Puis elle se releva et fit face à Elijah. « Si vous faites du mal à l'un d'entre eux, dit-elle doucement, je vous tuerai dans votre sommeil. » Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. « Marché conclu, dit Elijah. Le trajet de retour au ranch fut l'heure la plus longue de la vie d'Elijah. Il avait emprunté un chariot à Clara Henderson du magasin général, le chargeant de couverture et des provisions qu'il avait pu rassembler à la hâte. Les enfants étaient blottis à l'arrière, enveloppés dans de la laine, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Grace était assise à l'avant avec lui, le dos droit comme une planche, les yeux fixés sur le sentier devant elle. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la ville. « Le garçon qui ne parle pas, dit finalement Elijah. « Sam, il est rude comme la petite? » Non, la voix de Grace était sèche. Il peut parler, il choisit simplement de ne pas le faire. Pourquoi? C'est son affaire. Elijah hocha lentement la tête. Il comprenait ce que c'était que de garder des secrets, ces choses qui vivent dans votre poitrine et que vous ne pouvez pas mettre en mots. La petite, reprit-il. Abby. Son étiquette disait inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? La mâchoire de Grace se crispa. Ça veut dire que personne ne sait d'où elle vient. Elle était dans le train quand il a quitté New York, mais elle n'était pas sur la liste de la société. Pas de papier, pas de dossier, rien. Juste une petite fille en robe bleue tenant une poupée. Et tu l'as prise avec toi quand même. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? L'abandonner? Non. Elijah jeta un coup d'œil en arrière vers le chariot, vers l'enchevêtrement de petits corps essayant de se réchauffer. Tu as bien fait. Quelque chose dans la posture de Grace s'adoucit, très légèrement, mais sa voix resta dure. Vous devriez savoir quelque chose, Monsieur Thornton. Elijah. Monsieur Thornton. Elle insista délibérément sur la formalité. Nous avons connu 12 placements en 2 ans. 12 familles qui ont décidé que nous étions trop de problèmes, trop de bouches à nourrir, trop sauvages, trop étranges, trop brisées. Elle se tourna pour le regarder directement. Chacune d'entre elles a fait des promesses au début, et chacune d'entre elles les a rompues. Je ne suis pas comme eux. C'est ce qu'ils ont tous dit. Elijah ne discuta pas.
Il ne pouvait pas. Elle avait raison de se méfier, raison de protéger son cœur et les cœurs de ses enfants qu'elle protégeait depuis si longtemps. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui prouver le contraire, un jour à la fois. La maison du ranch surgit du crépuscule comme un fantôme de bois et de souvenirs. Elijah arrêta le chariot près du porche et descendit. Derrière lui, il entendit de petites voix s'agiter, les premiers sons qu'il entendait de la plupart des enfants depuis qu'ils avaient quitté la gare. « C'est chez vous? » La voix de Billy, pleine d'incrédulité. « Tout ça, là, c'est immense. C'est froid, » dit Grace d'un ton sec. « Regardez la cheminée. Pas de fumée. Quand avez-vous allumé un feu pour la dernière fois? » La question le piqua plus qu'elle n'aurait dû. Elijah ne répondit pas. Il les fit entrer, et le vide froid de l'endroit le frappa à nouveau, comme toujours. Le foyer sombre, la vaisselle dans l'évier, la poussière sur chaque surface, les rideaux toujours tirés sur un monde qu'il n'avait pas voulu affronter. Bien. Il se dirigea vers la cheminée, attrapant du petit bois, essayant d'ignorer la façon dont cette paire d'yeux suivait chacun de ses mouvements. « Je vais m'en occuper. Grace, il y a une cuisine par cette porte. Il devrait y avoir des conserves dans le garde-manger. Sam. » Le garçon silencieux le regarda avec ses yeux trop vieux. « Peux-tu vérifier la grange? Il y a un cheval dans le box du fond. Il aura besoin d'eau et de foin. » Sam ne répondit pas, mais après un moment, il se dirigea vers la porte. « Je vais l'aider, » annonça Billy, le suivant déjà. « Restez ensemble, » leur cria Grace. « Tous les deux, et soyez prudents. » Le feu prit. Elijah l'alimenta avec soin, attisant les flammes jusqu'à ce qu'elles commencent à remplir la pièce de chaleur et de lumière. Il se tourna pour trouver les enfants restants, le regardant avec divers degrés de peur et d'épuisement. Anna avait son bras autour de Maddie. Lucy était pressée contre le côté de Grace, comme toujours. Et la petite Abby. Abby fixait quelque chose sur la cheminée. Elijah suivit de son regard et sentit son cœur s'arrêter. La photographie de Sarah. Celle de leur jour de mariage. Il avait oublié de la ranger, de la cacher comme il avait caché tout ce qui faisait trop mal à regarder. « Jolie dame », dit doucement Abby les premiers mots qu'elle prononçait. « Oui. » La voix d'Elijah sortit rauque. « Joëlla Latin. Où est-elle? » La question innocente et dévastatrice resta en suspens dans l'air. « Le hit. » Il déglutit difficilement. « Elle est partie, ma puce. Elle est décédée il y a quelques mois. » Abby hocha lentement la tête, traitant l'information avec la simple acceptation des très jeunes. Puis elle leva les yeux vers lui avec ses yeux étranges et familiers. « Ma maman est partie aussi, dit-elle. Mais elle a dit que quelqu'un prendrait soin de moi. Elle l'a promis. » Quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose dans son visage, la forme de ses yeux, la façon dont elle inclinait la tête, fit se contracter la poitrine d'Elijah. « Abby, dit-il prudemment, te souviens-tu du nom de ta maman? » La petite fille secoua la tête. Elle s'appelait juste maman, mais elle avait une photo, comme celle-là. Elle montra la photographie de Sarah. Une photo d'une dame qui lui ressemblait beaucoup. Elle disait que c'était sa sœur, que sa sœur me trouverait un jour. La pièce devint très silencieuse. Grace le fixait, puis Abby, puis de nouveau lui. « Monsieur Thornton, dit-elle lentement, votre femme avait-elle une sœur? » Elijah ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait que fixer la petite enfant aux cheveux d'or qui ressemblait tellement à Sarah que tout son corps lui faisait mal. « Oui, s'entendit-il dire. Elle en avait une. Emily, plus jeune de 3 ans. Elle est partie en Californie avant notre mariage. Nous avons perdu le contact quand... » Il s'arrêta. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrible. Emily avait écrit une fois, il y a des années, disant qu'elle s'était mariée, qu'elle était heureuse, puis le silence. Sarah s'était inquiétée, avait voulu aller la trouver, mais le voyage était long et coûteux, et il y avait toujours autre chose à faire en premier. Et maintenant, Sarah était partie, et Emily était partie aussi, apparemment. Mais la fille d'Emily était dans son salon. « Oh mon Dieu !» souffla Elijah. « Oh mon Dieu !» Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. De la nourriture fut préparée, de simples haricots et du pain de maïs, tout ce qu'Elijah pouvait gérer avec 7 bouches affamées à nourrir. Des lits furent attribués, les 3 aînés dans ce qui était autrefois la chambre d'amis, les 4 plus jeunes dans la salle de couture de Sarah, qui sentait encore faiblement la lavande et le fil. Grace supervisait tout avec une précision militaire.
Elle s'assura que chaque enfant mangeait, se lavait le visage, enfilait l'une des chemises de nuit propres que Clara Henderson avait glissées dans les mains d'Elijah avant qu'il ne quitte la ville. Elle vérifia les couvertures sur chaque lit, les fenêtres, les portes, et pendant tout ce temps, ses yeux revenaient sans cesse sur Abby. « Vous pensez vraiment qu'elle est la nièce de votre femme? » demanda Grace lorsque les plus jeunes se furent enfin installés. Ils se tenaient dans le couloir, parlant à voix basse. Sam était revenu de la grange et était assis dans la cuisine avec Billy, aucun des deux ne parlant, mais communiquant d'une manière que seuls les enfants peuvent comprendre. « Je pense. » Elijah passa une main dans ses cheveux. « Je pense qu'il y a trop de coïncidences pour que ça ne signifie rien. Sa ressemblance, ce qu'elle a dit sur sa mère ayant une sœur, l'âge correspondrait si Emily avait eu un enfant juste après que nous ayons perdu le contact. Ça n'a pas de sens. » Le front de Grace se plissa. Si cette Emily savait qu'elle avait une sœur dans le Wyoming, pourquoi n'a-t-elle pas envoyé Abby ici directement? Pourquoi la mettre dans un train d'orphelins sans papier, sans identification? Peut-être qu'elle ne pouvait pas. Peut-être qu'elle y était malade ou en difficulté. Peut-être qu'elle pensait que mettre Abby dans le train était le seul moyen de la garder en sécurité. En sécurité de quoi? Elijah n'avait pas de réponse. « Nous devons le découvrir, » dit Grace. « Nous devons savoir avec certitude pour le bien d'Abby. » « D'accord. » Elijah croisa son regard. « J'écrirai à la société dès demain matin, voir s'il y a une trace de son origine, de qui l'a mise dans ce train. » Grace hocha lentement la tête. Puis, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle parut incertaine, jeune, comme la jeune fille de 14 ans qu'elle était réellement, au lieu de la survivante endurcie qu'elle avait été forcée de devenir. « Monsieur Thornton? » Elijah. Elle ignora la correction. « Qu'arrivera-t-il si elle s'avère être la nièce de votre femme? Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous la garderez? Juste elle? » La question était profonde car il comprenait ce qu'elle demandait vraiment. « Et nous autres? » Grace. Il attendit qu'elle le regarde. « Je ne vous ai pas tous amenés ici à cause du sang. Je vous ai amenés ici parce que vous aviez besoin d'un foyer et j'en avais un à offrir. Cela ne change pas en fonction de qui est parent avec qui. Mais, pas de mais, vous êtes tous ici. Vous restez tous, à moins que vous ne décidiez de ne pas le vouloir. » Elle l'étudia un long moment, cherchant dans son visage le mensonge, le piège, le moment où la promesse se briserait comme toutes les autres. Elle ne le trouva pas. « On verra, » dit-elle finalement, et elle s'éloigna pour vérifier les enfants une dernière fois. Elijah resta seul dans le couloir, écoutant le grincement du plancher, le murmure de petites voix, le son d'une maison qui n'était plus vide. Il pensa à Sarah, aux enfants qu'elle avait voulu et jamais eus, à la façon dont elle aurait aimé ses 7 enfants brisés, magnifiques et résilients. Et il fit une promesse, pas à voix haute, mais dans la partie la plus profonde de son cœur, là où les promesses signifient vraiment quelque chose. « Je prendrai soin d'eux, Sarah, de tous. Je ferai ce qu'il faut pour eux, même si c'est la dernière chose que je fais. » Le vent hurlait dehors, mordant et froid, mais à l'intérieur, le feu brûlait d'une flamme stable et chaude. Et pour la première fois en 4 mois, Elijah Thornton avait une raison de le maintenir allumé. Il trouva le sommeil cette nuit-là, agité et léger, mais un sommeil tout de même. Et dans ses rêves, Sarah lui souriait de loin, et 7 enfants couraient en riant dans un jardin plein de roses qui, finalement, n'étaient pas mortes. Le premier matin arriva trop tôt. Elijah se réveilla au son de verres brisés et d'un cri d'enfant. Il fut hors du lit et dans le couloir avant même que ses yeux ne soient complètement ouverts, son cœur battant au rythme des vieux instincts de guerre qui ne disparaissent jamais vraiment. Billy se tenait dans la cuisine, figé, un pot de confiture brisé à ses pieds et de la confiture rouge s'étalant sur le plancher comme du sang. « Je ne voulais pas, » murmura le garçon, son visage couvert de taches de rousseur devenu blanc. « J'avais juste faim. Je ne voulais pas. S'il vous plaît, ne... » Il recula, les bras levés pour protéger sa tête. Elijah s'arrêta net. Il reconnut ce geste, l'avait vu chez des soldats battus par leurs officiers, chez des chevaux brisés par des mains cruelles. « Billy », il garda sa voix basse et égale. « Regarde-moi. » Les bras du garçon restèrent en l'air. « Billy, je ne vais pas te frapper. Je veux que tu entendes ça. Je ne vais pas te frapper. » Lentement, très lentement, Billy baissa les bras. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleurait pas.
Elisha soupçonnait que c'était un garçon qui avait appris il y a longtemps que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. C'était un accident, dit Elijah. Les accidents, ça arrive, tu comprends? Billy hocha la tête, toujours tendu comme un ressort. Maintenant, tu as dit que tu avais faim. Un autre hochement de tête. Alors, on va te nourrir correctement. Mais d'abord, il faut nettoyer ça. Tu sais où est-ce le balai? Non, monsieur. Dans le garde-manger, à gauche. Va le chercher. Billy bougea comme s'il s'attendait à recevoir un coup dès qu'il aurait le dos tourné. Mais quand rien ne vint, quand il revint avec le balai et trouva Elijah déjà à genoux pour ramasser les plus gros morceaux de verre, quelque chose dans ses épaules rigides se détendit d'une fraction. Ils nettoyèrent le désordre ensemble en silence. Et quand ce fut fait, Elijah prépara le petit déjeuner, des œufs, du bacon, des biscuits d'une recette que Sarah lui avait apprise des années auparavant et qu'il n'avait pas faite depuis sa mort. L'odeur attira les autres. Grace apparut la première, ses cheveux lâches et sauvages après le sommeil, ses yeux vifs évaluant la situation. Puis Sam, silencieux comme toujours, glissant sur une chaise sans un mot. Anna arriva ensuite, bâillant, avec Maddie et Lucy juste derrière. Abby fut la dernière, serrant sa poupée en lambeaux, ses cheveux dorés emmêlés, 7 enfants à sa table de cuisine, 7 visages tournés vers lui, avec divers degrés de méfiance et d'espoir. « Mangez, dit Elijah en posant les assiettes. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Les yeux de Grace se plissèrent. Quel genre de travail? Le travail du ranch. Les animaux ont besoin de soins, les clôtures doivent être réparées. L'endroit est parti en vrille pendant que j'étais... Il s'arrêta. Pendant que j'étais absent. Vous voulez dire pendant que vous étiez en deuil? Dit doucement Maddie. Ses yeux sombres étaient bien trop perspicaces pour une enfant de 7 ans. Ce n'est pas grave de le dire. Dieu comprend le deuil. Il nous en a rendus capables pour que nous connaissions la valeur de ce que nous avons perdu. La table devint silencieuse. Elijah fixa la petite fille sérieuse qui parlait comme un prédicateur 2 fois son âge. C'est une chose très sage à dire, Maddie. Mon papa le disait. Il était pasteur. Sa voix ne trembla pas. Avant que les méchants hommes ne le tuent, lui et maman, sur la route. Anna laissa échapper un petit bruit de détresse. Grace tendit la main et la posa sur l'épaule de Maddie. La petite fille ne semblait pas avoir besoin de réconfort. Elle avait énoncé le fait avec le même calme qu'elle aurait utilisé pour décrire le temps, mais elle l'accepta quand même. « Je suis désolé, dit Elijah, pour ce qui est arrivé à tes parents. »« C'était la volonté de Dieu, répondit Maddie. Je ne la comprends pas encore, mais je la comprendrai un jour. Billy renifla. La volonté de Dieu. Si Dieu voulait faire quelque chose d'utile, il aurait peut-être dû arrêter ces hommes au lieu de les laisser. Ça suffit. Grace le coupa sèchement. On ne parle pas de ça. Pourquoi pas? C'est arrivé. Faire comme si ça n'était pas. J'ai dit, ça suffit. La tension dans la pièce monta d'un crâne. Elijah pouvait la sentir. Les vieilles blessures pressant contre les fines cicatrices, menaçant de s'ouvrir. Mangez votre petit déjeuner, dit-il fermement. Vous tous, on pourra parler de Dieu et de ce qu'il fait ou ne fait pas plus tard. Pour l'instant, la nourriture, puis le travail. Billy fit de la grimace, mais retourna à ses œufs. Maddie inclina la tête dans ce qui aurait pu être une prière. Et Grace observait Elijah avec ses yeux évaluateurs, le mesurant à une norme interne qu'il ne pouvait pas voir. Il se demanda s'il réussissait ou échouait. La matinée passa dans un tourbillon d'activités. Elijah assigna des tâches en fonction de ce qu'il avait observé la nuit précédente. Sam et Billy aideraient avec les chevaux. Sam parce qu'il se déplaçait comme quelqu'un qui comprenait les animaux. Billy parce que le garçon avait clairement besoin d'une sortie physique pour l'énergie qui crépitait en lui comme la foudre. Grace gérerait la maison avec l'aide d'Hannah. La fille aînée faisait manifestement cela depuis des années, gardant les plus jeunes nourris, habillés et en vie. Elijah n'allait pas lui enlever ce rôle. Maddie organiserait le garde-manger. Sa nature méthodique semblait y convenir. Et Lucy et Abby resteraient près de Grace parce que Lucy ne lâcherait pas la main de la fille aînée. Et Abby était de toute façon trop jeune pour un vrai travail. « Vous nous donnez des corvées, » dit Grace quand il eut fini d'expliquer. « Ce n'était pas une question. Je vous donne des responsabilités. Il y a une différence. » Vraiment? Les corvées, c'est ce qu'on fait faire aux enfants pour les occuper.
Les responsabilités, c'est ce qu'on donne aux gens sur qui on compte pour aider. Elijah la regarda fixement. J'ai besoin d'aide, Grace. Ce ranch est trop grand pour un seul homme, ce farm. Je pensais pouvoir le gérer seul, mais je me suis trompé. Alors oui, je vous demande à tous de travailler, mais je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même. Et je ne vous demande pas de le faire sans récompense. Récompense? Le gîte et le couvert pour commencer. L'éducation. Je vous apprendrai à tous à lire et à écrire correctement, ceux qui ne le savent pas déjà. Et quand vous serez assez grand, si vous voulez rester et travailler vraiment au ranch, je vous paierai un salaire juste, comme n'importe quel employé. L'expression de Grace vacilla, de la surprise peut-être, ou de l'incrédulité. Personne ne nous a jamais offert de salaire avant, dit-elle lentement. La plupart des familles chez qui nous sommes restés nous traitaient comme de la main-d'œuvre gratuite. Ils nous faisaient travailler jusqu'à l'épuisement. Puis ils nous jetaient en dehors quand nous devenions trop gênants. Je ne suis pas la plupart des familles. Non, elle l'étudia un long moment. Je commence à m'en rendre compte. Elle se tourna et se dirigea vers la cuisine, appelant Hannah à la suivre. Et Elijah s'autorisa un petit soupir de soulagement. Une conversation à la fois, un moment à la fois. C'est ainsi que la confiance se construisait. La grange était froide mais sèche, et les animaux étaient agités après une nuit sans soins appropriés. Elijah guida Sam et Billy dans la routine matinale. Abreuver les chevaux, nettoyer les stalles, mettre du foin frais. Sam se déplaçait avec une compétence tranquille, comme s'il avait déjà fait cela. Bien qu'il ne dît jamais un mot, Billy se jeta dans le travail avec une énergie folle, parlant constamment pour combler le silence que son compagnon ne voulait pas rompre. Alors, c'est ton cheval, Rust? C'est un bon nom. Il est grand. Est-ce qu'il est rapide? Je parie qu'il est rapide. Je connaissais un gars qui avait un cheval, mais il n'était pas aussi grand. C'était plutôt un pony, en fait. Tu as déjà monté un poney? Les poneys sont méchants, plus méchants que les grands chevaux. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Hey Sam, tu as déjà monté un poney? Sam secoua la tête. Un fantôme d'amusement traversa son visage. Ouais, moi non plus. Mais je veux apprendre à monter un vrai cheval, un grand comme celui-ci. Tu penses que M. Thornton m'apprendrait? Tu penses? Billy, la voix d'Elijah coupa le bavardage. Respire. Le garçon s'arrêta, l'air presque coupable. Désolé, je parle trop, tout le monde le dit. La dame de l'orphelinat a dit que ma bouche me ferait tuer un jour. Elle a dit que personne ne veut d'un garçon qui ne se tait jamais. Elle avait tort. Billy cligna des yeux. Vraiment? Parler n'est pas un péché et être curieux n'est pas un défaut de caractère. Elijah souleva une botte de foin. Mais il y a un temps pour les mots et un temps pour le travail. Pour l'instant, on travaille. Garde tes questions pour le dîner. Vous y répondrez? Au dîner. Si je peux. Le visage de Billy s'illumina. C'était une expression d'espoir si pure qu'Elijah dut détourner le regard. Sa poitrine se serra. Depuis combien de temps personne n'avait-il rien promis à ce garçon? Combien de fois ses promesses avaient-elles été rompues? Sam, qui avait observé l'échange avec ses yeux trop perspicaces, se rapprocha de Billy. Sans le toucher, sans parler, mais présent, solidaire. Ses enfants se protégeaient les uns les autres, réalisa Elijah. Ils formaient une unité, une famille forgée non par le sang, mais par la souffrance partagée. Chacun avait un rôle. Grace, la chef, Sam, le gardien silencieux, Anna, la pacificatrice, Billy, le paratonnerre, Maddie, la vieille âme, Lucy, l'ombre, Abby, l'innocente. Ils avaient survécu en s'accrochant les uns aux autres lorsque le monde tentait de les séparer. Et maintenant, c'était le travail d'Elijah de s'assurer qu'ils n'auraient plus jamais à s'accrocher aussi désespérément. Le milieu de la journée amena des visiteurs inattendus. Elijah entendit d'abord les chevaux, 3 d'entre eux approchant à un trot régulier. Il posa le poteau de clôture sur lequel il travaillait et se dirigea vers l'avant de la maison, une main reposant nonchalamment près de sa hanche où pendait son revolver. Silas Crenshaw était assis sur un étalon noir, flanqué de 2 hommes qu'Elijah ne reconnaissait pas. Des employés de ranch ayant jugé par leur apparence, avec les yeux durs d'hommes qui obéissent aux ordres sans poser de questions. Thornton. La voix de Crenshaw avait la douceur huileuse d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Nous devons parler. Alors, parlez. Crenshaw descendit de cheval époussetant son manteau coûteux.
J'ai réfléchi à notre conversation à la gare hier. J'ai peut-être été un peu hâtif. Ces enfants sont à moi maintenant. En êtes-vous certain? Crenshaw sourit, montrant trop de dents. Vous êtes veuf, Thornton. Pas de femme, pas de famille. Personne pour garantir votre caractère. Le tribunal territorial voit d'un mauvais œil les hommes célibataires qui essaient d'élever des enfants. Surtout 7 d'entre eux. Surtout des enfants qui ont déjà été étiquetés comme problématiques. Ces étiquettes étaient des mensonges et vous le savez. Vraiment? Crenshaw écarta les mains dans un geste de fausse innocence. Je sais ce que j'ai vu. Une fille qui m'a attaqué en public. Un garçon qui refuse de parler. Une enfant si étrange que les autres enfants ne veulent pas s'approcher d'elle. Ce ne sont pas des enfants normaux, Thornton. C'est de la marchandise endommagée. Elijah sentit la vieille colère monter, la même colère qu'il avait portée pendant la guerre. Pendant les sombres années qui ont suivi, il la refoula. Que voulez-vous, Crenshaw? Direct au but, je respecte ça. Crenshaw se rapprocha, baissant la voix. Voici mon offre. Vous me donnez les 2 garçons. Ils sont assez forts pour être utiles. Et j'oublierai l'agression d'hier. Je mettrai même un bon mot auprès des autorités territoriales quand elles viendront poser des questions sur votre petite expérience. Non. Réfléchissez bien, Thornton. Vous êtes un homme seul contre le poids de la loi. J'ai des amis au gouvernement territorial. Des amis qui seraient très intéressés d'apprendre qu'un vétéran de guerre instable, sans expérience dans l'éducation des enfants, a recueilli 7 orphelins sans autorisation appropriée. J'ai une autorisation, des papiers déposés au tribunal de Laramie. Le sourire de Crenshaw vacilla un instant. Les papiers peuvent être contestés, surtout quand il y a des préoccupations concernant le bien-être des enfants. Est-ce une menace? C'est un avertissement amical. Crenshaw remonta sur son cheval. Je suis un homme patient, Thornton. Je peux attendre. Mais ces enfants seraient mieux avec des familles qui savent comment s'en occuper. Des familles qui peuvent leur donner de la discipline, une structure, un but. Comme travailler dans vos mines, comme contribuer à la société au lieu d'être un fardeau pour elle. Crenshaw rassembla ses rênes. Pensez à mon offre. Je reviendrai. Il s'éloigna à cheval, ses hommes le suivant. Elijah les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la crête, puis se tourna pour trouver Grace debout sur le porche. Son visage était pâle, mais sa voix était ferme. Il va essayer de nous prendre. Il va essayer. Les familles qui se sont débarrassées de nous avant, certaines d'entre elles étaient payées par des hommes comme lui. Des hommes qui voulaient des travailleurs, pas des enfants. Les mains de Grace étaient serrées à ses côtés. Il trouvera un moyen. Il trouve toujours un moyen. Pas cette fois. Comment pouvez-vous le savoir? Elijah se dirigea vers elle, s'arrêtant au bas des marches du poche. Parce que j'ai déjà affronté des hommes comme Crenshaw, à la guerre, en affaires, dans chaque ville où j'ai vécu. Des hommes qui pensent pouvoir prendre ce qu'ils veulent, simplement, parce qu'ils ont de l'argent et du pouvoir. Et ils ont tous fait la même erreur. Ils supposent que parce que je suis silencieux, je suis faible. Parce que je ne fais pas de menaces, je ne me battrai pas. Il la regarda dans les yeux. Je me battrai, Grace, pour vous tous, jusqu'à mon dernier souffle, si c'est ce qu'il faut. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la confiance. Cela prendrait plus de temps, mais quelque chose qui s'en approchait. De la reconnaissance, peut-être. D'une âme sœur qui comprenait ce que signifiait protéger les personnes qui dépendaient de vous. Les autres ont peur, dit-elle doucement. Lucia a entendu les chevaux et s'est mise à pleurer. Abby se cache sous le lit. Même Sam a l'air inquiet. Et il n'a jamais l'air inquiet. Rassemble-les. Tous. Nous allons avoir une réunion de famille. Le mot « famille » flotta dans l'air entre eux. Les yeux de Grace s'écarquillèrent légèrement. Puis elle hocha la tête et entra. 7 enfants étaient assis dans le salon, disposés dans leur formation protectrice habituelle. Grace au centre, les autres regroupés autour d'elle comme des planètes en orbite autour d'un soleil. Elijah se tenait près de la cheminée, sentant le poids de leur attention comme une chose physique. « Je ne vais pas vous mentir, dit-il. L'homme qui est venu ici aujourd'hui, Crenshaw, il veut en emmener certains d'entre vous. Peut-être tous. Il pense que parce qu'il est riche et puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. » La mâchoire de Billy se serra. « Qu'il essaye. Je vais... »
Tu ne feras rien, sauf rester près de cette maison et de tes frères et sœurs. La voix d'Elijah était ferme, mais pas dure. Ce n'est pas ton combat, Billy, c'est le mien. Mais, pas de mais, c'est moi l'adulte ici. C'est mon travail de vous protéger. Votre travail est de croire que je peux le faire. Croire? La voix de Grace était amère. Nous avons déjà fait confiance à des adultes. Ça ne finit jamais bien. Je sais. Elijah s'accroupit, se rapprochant de leur niveau. Je sais que vous avez été déçus. Je sais que chaque promesse qui vous a été faite a été rompue. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire quand je dis que je suis différent. Il fit une pause, regardant chaque visage tour à tour, la vigilance gardée de Sam, la peur pleine d'espoir d'Anna, le calme étrange de Maddie, la tension contenue de Billy, la terreur silencieuse de Lucy, la confusion aux yeux écarquillés d'Abby, et Grace. Grace qui portait tout ce monde sur ses frêles épaules. « Mais je vous demande de me donner une chance, » continua Elijah. « Pas pour toujours, juste pour l'instant. Juste assez longtemps pour que je prouve que je pense ce que je dis. Pouvez-vous faire ça? » Silence, puis Abby glissa de sa chaise et s'avança vers lui, sa poupée en lambeaux pendant d'une main. Elle s'arrêta juste devant lui et leva les yeux avec ses yeux bleu-gris familiers. « La jolie dame sur la photo, dit-elle, était-elle gentille? » La gorge d'Elijah se serra. « Oui, ma puce, elle était très gentille. Elle ressemble à ma maman. » Abby tendit la main et posa sa petite main sur sa joue. « Maman a dit de faire confiance aux gens qui ont des yeux gentils. Vous avez des yeux gentils. Tristes, mais gentils. » Abby. Grace s'avança, mais Elijah leva une main. « C'est bon. » Il couvrit la petite main d'Abby avec la sienne. « Merci, Abby. Ça signifie plus que tu ne le penses. » La petite fille sourit, un vrai sourire, lumineux et confiant. Puis elle se tourna et grimpa sur ses genoux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elijah se figea. Il n'avait pas tenu d'enfant depuis... Abby se blottit contre sa poitrine avec un petit soupir de contentement. Et quelque chose qui était resté verrouillé en lui pendant des mois se brisa un peu plus. « Eh bien, dit doucement Hannah, je suppose que ça règle la question. »« Règle quoi? » demanda Billy. Abby l'aime bien. Abby ne se trompe jamais sur les gens. Ce n'est pas... Elle a raison. La voix calme de Maddie coupa court à la discussion. Le Seigneur parle par la bouche des innocents. Si Abby lui fait confiance, il y a une raison. Grace observait la scène avec une expression indéchiffrable. Son regard passait d'Abby, blotti avec confiance sur les genoux d'Elijah, à son visage, cherchant quelque chose. Quoi qu'elle ait trouvé, cela a dû suffire. « Très bien, dit-elle doucement. Nous vous donnerons une chance. Mais si vous faites de mal à l'un d'entre eux, vous me tuerez dans mon sommeil, je me souviens. » L'ombre d'un sourire traversa son visage. « Bien, ne l'oubliez pas. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Elijah s'assit seul dans la cuisine avec une tasse de café et la photographie de Sarah. « Tu saurais quoi faire, dit-il doucement. Tu as toujours su quoi faire avec les gens. Comment les mettre en sécurité. Comment les aider à guérir. » La photographie ne répondit pas. Le sourire de Sarah resta figé, inchangé. « Je pense que la petite pourrait être la fille d'Emily. Je pense qu'elle pourrait être ta nièce, Sarah. Ton sang, la famille que nous avons toujours voulu. » Il toucha doucement le verre. « Je prendrai soin d'elle. D'eux tous, je le promets. » Une planche du plancher craqua. Elijah leva les yeux pour trouver Sam debout dans l'embrasure de la porte, silencieux comme un fantôme. Ils se regardèrent un long moment. Le garçon qui ne voulait pas parler et l'homme qui avait trop peu parlé pendant des mois. Puis Sam se dirigea vers la table et s'assit en face d'Elijah. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était une déclaration en soi. « Je te surveille. J'attends de voir qui tu es vraiment. » Elijah hocha lentement la tête. « Tu veux du café? » Sam réfléchit, puis secoua la tête. « Garçon intelligent, ça t'empêcherait de grandir. » Elijah prit une gorgée du sien. « Tu n'as pas à me faire confiance, Sam. Pas encore. Mais j'espère qu'un jour tu le feras. » L'expression de Sam ne changea pas. Mais il ne partit pas non plus. Ils restèrent assis ensemble dans la cuisine silencieuse. Le feu crépitant doucement. Le vent murmurant à l'extérieur. Deux âmes blessées veillant sur une maison pleine d'enfants endormis. Ce n'était pas de la confiance. Pas encore. Mais c'était un début.
Les jours qui suivirent prirent un certain rythme. Les matinées commençaient avant l'aube, Elijah attisant le feu et préparant le petit déjeuner, tandis que les enfants émergeaient lentement de leur chambre. Grace était toujours la première, suivie de Sam, puis les autres, petit à petit. L'énergie de Billy semblait sans limite. Il s'attaquait à chaque tâche avec une détermination féroce, comme si prouver sa valeur le rendrait impossible à abandonner. Elijah devait constamment lui rappeler de ralentir, d'être prudent, de se reposer. « Je n'ai pas besoin de repos », insistait Billy après avoir failli foncer tête baissée dans un poteau de clôture. « Je ne suis pas fatigué. Ton corps dit le contraire. » Elijah attrapa le bras du garçon et le dirigea vers le porche. « Assieds-toi. Bois de l'eau. Ensuite, tu pourras retourner au travail. Mais ce n'est pas une demande. » Billy s'assit en faisant la moue. Mais quand Elijah lui apporta un verre d'eau, le garçon le but entièrement sans protester. « Personne ne m'a jamais fait arrêter avant, » dit doucement Billy. « Dans les autres endroits, il me laissait travailler jusqu'à ce que je m'effondre. Puis il se fâchait parce que je n'étais plus utile. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. » « Pourquoi pas? » « Parce que tu es un enfant, Billy, pas une machine. Tu as besoin de repos, de nourriture et de temps pour être simplement un enfant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est être humain. » Billy le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. Peut-être que pour ce garçon qui avait été traité comme de la main-d'œuvre jetable toute sa vie, c'était le cas. Anna s'avéra être une médiatrice naturelle. Lorsque les tensions montaient entre les enfants, et elles montaient souvent, 7 enfants traumatisés entassés dans un espace restreint, c'était elle qui apaisait les choses avec des mots doux et une écoute patiente. « Maddie ne veut pas être bizarre », expliqua Hannah à Billy après une confrontation particulièrement tendue. « Elle voit juste le monde différemment. Les choses qu'elle dit sur Dieu et le destin, c'est sa façon de donner un sens à ce qui lui est arrivé. C'est bizarre. Et toi, tu parles constamment et tu grimpes partout. C'est bizarre aussi. Ce n'est pas... » Billy s'arrêta et réfléchit. « D'accord, c'est peut-être un peu bizarre. Nous sommes tous un peu bizarres, Billy. C'est ce qui fait de nous une famille. » Le mot résonnait différemment maintenant. Famille, pas seulement un groupe d'orphelins s'accrochant les uns aux autres pour survivre, mais quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils construisaient ensemble, pièce par pièce. Lucy restait le plus grand défi. La fillette de 5 ans n'avait pas dit un mot depuis son arrivée au ranch. Elle s'accrochait à Grace comme une ombre, ses yeux suivant chaque mouvement, chaque son avec une vigilance constante. Elijah essaya de la faire sortir de sa coquille, lui offrant des friandises, parlant doucement, gardant ses distances quand elle semblait dépassée. Rien ne fonctionnait. Lucy le regardait avec ses immenses yeux gris et restait obstinément silencieuse. « Elle parlait avant », lui dit Grace un soir, alors que les plus jeunes étaient au lit, avant l'orphelinat. « Je me souviens l'avoir entendue parler, même chanter, mais quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi. Quand je l'ai trouvée, elle avait arrêté. »« Trouvée? Ce n'est pas ma sœur de sang. Aucun d'eux ne l'est, sauf... » Grace s'arrêta brusquement. « Sauf qui? » La mâchoire de Grace se crispa. « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est Lucy. Elle a besoin d'une aide que je ne peux pas lui donner. Une aide professionnelle, un médecin spécialisé dans les enfants comme elle. Il y a un médecin à Laramie, je l'y emmènerai dès que le temps s'éclaircira. » Grace le regarda vivement. « Vous feriez ça? Ça coûterait de l'argent, du temps loin du ranch. Elle est ma responsabilité maintenant. Vous tous, quoi que vous ayez besoin, je trouverai un moyen de vous le fournir. » Quelque chose dans l'expression de Grace changea, une fissure dans l'armure qu'elle avait construite autour d'elle. « Pourquoi? » murmura-t-elle. « Pourquoi vous souciez-vous autant? Vous n'avez pas demandé ça. Nous étions des étrangers il y a une semaine, des fardeaux déposés sur votre seuil par un monde qui ne voulait pas de nous. » Elijah resta silencieux un moment, rassemblant ses pensées. « Quand j'étais jeune, dit-il finalement, il y avait un homme dans ma ville. Méchant comme une teigne, disait tout le monde. Il ne souriait jamais, ne parlait à personne. Les enfants se lançaient des défis pour courir devant sa maison. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort, et quand ils ont vidé sa maison, ils ont trouvé des journaux, des centaines, pleins de poésie,
de dessins et d'histoires incroyables qu'il avait écrites. Il s'est avéré qu'il avait perdu toute sa famille dans un incendie quand il était jeune. Tout perdu. Et au lieu de chercher de l'aide, il s'est juste refermé. Il a laissé le monde penser qu'il était méchant parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il était brisé. Elijah croisa le regard de Grace. Je ne veux pas être cet homme de homme. Sarah n'aurait pas voulu que je sois cet homme. Quand je vous ai tous vus sur ce quai, étiquetés et rejetés comme si vous n'étiez rien, j'ai vu une chance d'être quelque chose de différent. Quelqu'un qui ouvre des portes au lieu de les fermer. C'est une belle histoire, dit Grace, mais sa voix avait perdu son tranchant. C'est la vérité. Elle l'étudia un long moment, puis, lentement, elle hocha la tête. Peut-être que c'est vrai, peut-être que vous êtes vraiment différents. Une pause. Je l'espère, pour nous tous. Elle alla se coucher, laissant Ella seule avec le feu et ses pensées. Il avait pensé chaque mot, mais le penser et le faire étaient deux choses différentes. Demain, Crenshaw serait toujours là à comploter. Les autorités territoriales surveilleraient toujours. 100 choses différentes pourraient mal tourner. Mais pour ce soir, 7 enfants dormaient en sécurité sous son toit. 7 enfants qui commençaient à croire que peut-être, juste peut-être, le monde n'était pas aussi cruel qu'ils avaient appris à s'y attendre. Cela valait la peine de se battre. Cela valait tout. La lettre arriva le 8e jour. Elijah reconnut immédiatement le sceau officiel. Société d'aide à l'enfance de New York. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant. Cher Monsieur Thornton, concernant votre demande sur l'enfant connu sous le nom d'Abby, nos dossiers indiquent qu'une enfant de sexe féminin, correspondant à votre description, a été placée dans le train d'orphelins en direction de l'Ouest en novembre de cette année. Elle a été amenée à nos bureaux par une femme qui s'est identifiée comme étant Emily Whitfield, née Thornton, de San Francisco, Californie. Madame Whitfield était gravement malade au moment de l'abandon. Elle n'a fourni aucune documentation pour l'enfant, à l'exception d'une brève note indiquant que le nom de la fille était Abigail et demandant qu'elle soit placée dans une bonne famille. Madame Whitfield est décédée 2 jours plus tard à l'hôpital St. Mary. Elle est enterrée dans une tombe anonyme au cimetière de la ville. Nous n'avons pas pu localiser de parents de Madame Whitfield ou de l'enfant. La fille a donc été placée dans le programme du train d'orphelins conformément à la procédure standard. Si vous avez des informations concernant les liens familiaux de l'enfant, veuillez contacter nos bureaux dès que possible. Sincèrement, Harold J. Pemberton, Secrétaire Société d'aide à l'enfance. Elijah lut la lettre 3 fois. Ses mains tremblaient de plus en plus à chaque lecture. Emily, la petite sœur de Sarah, celle qui était partie vers l'ouest pour trouver fortune et n'avait trouvé que la mort. Et Abby, la petite Abby aux cheveux d'or, était sa fille, la nièce de Sarah, la seule famille qui lui restait au monde. Il ne réalisa qu'il pleurait que lorsqu'une petite main tira sur sa manche. Abby se tenait là, le regardant avec inquiétude dans ses yeux familiers. « Pourquoi es-tu triste? » Elijah s'agenouilla, se mettant à son niveau. « Je ne suis pas triste, ma puce. Je suis heureux. Tu pleures. Parfois, les gens pleurent quand ils sont heureux, quand ils trouvent quelque chose qu'ils pensaient avoir perdu pour toujours. » Abby réfléchit à cela avec le sérieux des très jeunes. Comme quand j'ai trouvé Rosie, elle brandit sa poupée en lambeaux. Je l'avais perdue une fois dans le train. Et quand je l'ai retrouvée, j'ai pleuré aussi. Oui, la voix d'Elijah se brisa, exactement comme ça. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il regarda cet enfant, ce miracle qui lui avait été livré par la tragédie, la coïncidence et quelque chose qui aurait pu être la grâce. Toi, dit-il doucement, je t'ai trouvé, Abby. J'ai trouvé une famille. Abby sourit, ce sourire lumineux et confiant qui lui brisait le cœur et le guérissait en même temps. Bien, j'espérais que tu me trouverais. Maman a dit que tu le ferais. Elle le serra alors dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour de son cou avec une force surprenante. Et Elijah la serra fort, ce cadeau de la sœur décédée de sa femme décédée, et se permit de croire que peut-être Dieu prêtait attention après tout. Grace le trouva toujours à genoux sur le sol de la cuisine. Abby dans ses bras, la lettre froissée dans son poing. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix était vive, prête au danger. Qu'est-ce qui ne va pas? Elijah leva les yeux vers elle et ce qu'elle vit sur son visage la fit s'arrêter net. C'est la nièce de Sarah, dit-il d'une voix rauque. Abby,
C'est le sang de ma femme, sa sœur Emily. Elle est morte à New York, seule, malade. Elle a mis Abby dans ce train en espérant que quelqu'un la trouverait, prendrait soin d'elle. Les yeux de Grace se tournèrent vers la petite fille toujours accrochée au cou d'Elijah. Vous êtes sûr? La société l'a confirmé. Emily Whitfield, née Thornton, tout est là même. Il brandit la lettre avec des doigts tremblants. Sarah voulait tellement d'enfants. Nous avons essayé pendant des années. Et maintenant, la fille de sa sœur est ici. La voix de Grace s'adoucit d'une manière qu'Elijah n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin. Maddie dirait que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que Maddie a raison. Abby se retira de l'étreinte d'Elijah, regardant les deux adultes avec des yeux curieux. Pourquoi tout le monde agit bizarrement? Parce qu'on vient de découvrir quelque chose d'important, dit Grace en s'agenouillant à côté d'eux. Quelque chose de bien. Quoi? Grace regarda Elijah. Il hocha la tête. La femme de M. Thornton, dit doucement Grace, était la sœur de ta maman. Ça veut dire qu'il est ton oncle, Abby, ta vraie famille. Le visage d'Abby se plissa de concentration. Comme un papa? La question resta en suspens. Le cœur d'Elijah manqua un battement. Si tu veux, réussit-il à dire. Seulement si tu veux. Abby réfléchit à cela avec la gravité d'un juge rendant un verdict. Puis elle tendit la main et toucha de nouveau son visage, comme elle l'avait fait la première nuit. Maman a dit que la famille me trouverait. Elle leur dit d'attendre, d'être courageuse et que la famille viendrait. Abby sourit. Tu es venu. Elijah la serra de nouveau, enfouissant son visage dans ses cheveux dorés pour que les autres ne voient pas les larmes couler sur ses joues. Grace se tenait tranquillement, leur laissant ce moment. Mais quand Elijah se ressaisit enfin, il vit quelque chose de nouveau dans son expression. Pas seulement de l'acceptation, mais de la compréhension. « Vous n'allez vraiment pas nous abandonner, dit-elle. Ce n'était pas une question cette fois. Jamais. » Elle hocha la tête une fois, puis se tourna et s'éloigna. Mais à la porte, elle s'arrêta. « Les autres doivent savoir pour Abby ce qu'elle est pour vous. Je leur dirai, ce soir au dîner. » Bien. Une hésitation. Et Elijah? C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Merci de ne pas avoir fait de ça une question de sang, de ne pas l'avoir choisi au détriment de nous autres. Vous êtes tous mes enfants maintenant, Grace. Chacun d'entre vous. Le sang ne fait pas la famille. C'est l'amour qui l'a fait. Elle ne répondit pas, mais alors qu'elle s'éloignait, Elijah aurait juré l'avoir vue essuyer ses yeux. La nouvelle se répandit dans la maison comme une traînée de poudre. La réaction de Billy fut immédiate et bruyante. « Alors, Abby est vraiment de ta famille? Pour de vrai? C'est incroyable. Ça veut dire qu'elle peut rester pour toujours? Est-ce qu'on peut tous rester pour toujours? Sommes-nous tous de la même famille maintenant? Nous ne sommes pas liés par le sang, dit patiemment Elijah. Mais nous sommes une famille. Il y a une différence. Quelle est la différence? Le sang, c'est quelque chose avec quoi on est. La famille, c'était quelque chose qu'on choisit. Billy réfléchit à cela, son énergie perpétuelle momentanément calmée. Alors, tu nous as choisis, nous tous? Oui. Même moi, même si je suis sauvage, que je parle trop et que je casse des choses? Surtout toi, Billy. Le visage du garçon se contracta. Un instant, Elijah pensa qu'il allait pleurer, mais Billy était trop habitué à cacher sa faiblesse pour ça. Au lieu de cela, il se jeta sur Elijah dans une étreinte féroce qui faillit les renverser tous les deux. « On ne m'avait jamais choisi avant, » murmura Billy contre sa chemise. Pas une seule fois. Elijah enroula ses bras autour du garçon tremblant. « Tu es choisi maintenant, et ça ne va pas changer. » Anna et Maddie prirent la nouvelle avec une acceptation tranquille. Anna sourit de son doux sourire et dit qu'elle avait toujours su qu'Abby était spéciale. Maddie hocha la tête solennellement et annonça que les voix du Seigneur étaient mystérieuses, ce qui ne surprit personne. Lucy, comme toujours, ne dit rien. Mais quand Abby trottina vers elle pour lui montrer la lettre froissée, ne comprenant pas ce qu'elle disait, mais sachant que c'était important, Lucy tendit la main et toucha ses boucles dorées avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Sam fut le dernier à réagir. Il était resté dans un coin pendant toute la conversation, observant avec ses yeux indéchiffrables. Quand les autres eurent posé leurs questions, partagé leurs sentiments et repris le rythme de la soirée, il se dirigea vers Elijah. Ils se firent une face dans la lumière vacillante du feu,
L'homme et le garçon, survivants et survivants. Sam fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet. Il le tendit à Elijah, paume vers le haut. Une pièce d'échec, un cavalier blanc sculpté dans l'os, poli par des années de manipulation. C'était à mon père, dit Sam. Sa voix était rouillée par le manque d'usage, à peine plus forte qu'un murmure. Mais c'était la première fois qu'Elijah l'entendait. Sam. Il me l'a donné avant de mourir. Il me dit de le donner à quelqu'un en qui j'avais confiance. Les yeux de Sam rencontrèrent directement ceux d'Elijah. Je vous fais confiance. Elijah prit la pièce d'échec avec précaution, sentant son poids. Pas seulement le poids physique, mais le poids de ce qu'elle représentait. Ce garçon qui était resté silencieux si longtemps, qui avait observé, attendu et jugé, avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de rompre son silence. « J'en prendrai soin, dit Elijah, et je prendrai soin de toi. Je le promets. » Sam hocha la tête une fois, puis sans un mot de plus, il se tourna et s'éloigna. Grace, qui avait assisté à l'échange de l'autre côté de la pièce, croisa le regard d'Elijah. Elle avait l'air aussi choquée que lui. « Il n'a pas parlé depuis 2 ans, dit-elle doucement quand Sam fut hors de portée de voix. « Pas depuis. Depuis quoi? » La mâchoire de Grace se crispa. Depuis qu'il a vu sa mère se faire tuer juste devant lui. Il avait 10 ans. L'horreur de la situation frappa Elijah comme un coup de poing. Mon Dieu. Il a essayé d'arrêter ça, d'essayer de la sauver, mais il était trop petit, trop jeune. La voix de Grace était plate, récitant des faits pour contenir l'émotion. Ils l'ont trouvé 3 jours plus tard, toujours assis à côté de son corps. Il n'a pas dit un mot depuis, jusqu'à maintenant. Elijah baissa les yeux sur la pièce d'échec dans sa main. Une si petite chose pour porter une signification si énorme. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Pourquoi maintenant ?»« Je ne sais pas. » Grace secoua lentement la tête. « Mais quoi que vous fassiez, quoi que vous nous donniez que nous n'avons jamais eu avant, n'arrêtez pas. Je n'arrêterai pas. Promettez-le-moi. » « Je le promets. » Elle soutint son regard un long moment, cherchant le doute, l'hésitation. N'en trouvant aucune, elle hocha la tête. Alors peut-être que nous pouvons vraiment être une famille, nous tous. La paix dura 3 jours de plus. Le 4e matin, Elijah se réveilla au son de chevaux approchant rapidement, trop rapidement pour une visite amicale. Il était habillé et armé avant que les cavaliers n'atteignent le sommet de la colline. Crenshaw encore, mais cette fois il n'était pas seul. 6 hommes l'accompagnaient, dont 2 portant des insignes. Derrière eux venait un chariot conduit par une femme à l'air sévère, vêtue de noir. Grace apparut à ses côtés, le visage pâle mais déterminé. « C'est Madame Hardwick de la Société d'aide à l'enfance. Elle était dans le train avec nous. »« C'est elle qui vous a mis ces étiquettes? » »« Oui. » Elijah sentit sa mâchoire se crisper. « Fais entrer les enfants, tous. Ne les laisse pas sortir, quoi qu'il arrive. » Elijah. « Maintenant, Grace. » Elle courut. Elijah sortit pour rencontrer les cavaliers qui approchaient, se positionnant entre eux et la maison. Sa main reposait sur son revolver, de manière décontractée mais sans équivoque. Crenshaw descendit de cheval avec une grâce théâtrale. « Monsieur Thornton, je vous avais prévenu que je reviendrais. » « En effet. Je vous avais dit de ne pas vous donner cette peine. » Et pourtant, nous y voilà. Crenshaw fit un geste vers les hommes à insigne. Les marshals adjoints Hawkins et le marshal adjoint Reed, juridiction territoriale. Ils sont ici pour mener une inspection officielle de votre situation de vie. Sur l'autorité de qui? Sur l'autorité de la Société d'aide à l'enfance de New York. Madame Hardwick descendit de son chariot, les lèvres pincées. J'ai reçu des rapports indiquant que vous avez pris la garde de 7 enfants sans autorisation appropriée. Des enfants qui sont sous la tutelle de notre organisation. J'ai une autorisation. Des papiers déposés au tribunal territorial de Laramie. Des papiers déposés, renifla Madame Hardwick, ne sont pas des papiers approuvés. Il y a une procédure, Monsieur Thornton, des enquêtes de fond, des références de caractère, des inspections de domicile. Vous avez contourné tout cela. Je n'ai rien contourné. J'ai recueilli des enfants qui avaient été abandonnés sur un quai de gare au milieu de décembre. Des enfants que votre organisation avait étiquetés et rejetés comme de la marchandise endommagée. Étiquetés selon des évaluations comportementales menées par des professionnels formés.
étiquetés avec des mots comme défectueux et indésirables par des gens qui n'ont jamais pris la peine d'apprendre leur nom. La voix d'Elijah monta malgré ses efforts pour la contrôler. J'ai vu ce que ces étiquettes font, Madame Hardwick. J'ai vu comment les enfants les portent comme des poids autour du cou. Vous n'avez pas évalué ces enfants. Vous les avez condamnés. Le visage de Madame Hardwick s'empourpra. Comment osez-vous? Assez. Le marshal adjoint Hawkins s'avança, son visage buriné neutre mais pas méchant. Monsieur Thornton, nous ne sommes pas ici pour prendre les enfants. Pas encore. Nous sommes ici pour évaluer la situation. Si tout est en ordre, vous n'avez rien à craindre. Et si ça ne l'est pas, alors nous aurons une conversation sur les prochaines étapes. Hawkins le regarda droit dans les yeux. J'ai des enfants, Monsieur Thornton. Je ne les enlève pas à de bons foyers, mais je dois voir par moi-même que c'est un bon foyer. Elijah étudia l'homme, cherchant la tromperie, ne trouvant que le devoir. C'était le genre d'homme de loi qui suivait les règles parce qu'il y croyait, pas parce qu'il était payé pour. Très bien, dit finalement Elijah. Vous pouvez regarder, mais Crenshaw reste dehors. Crenshaw bafouilla. Attendez un peu, c'est ma propriété. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici sans ma permission, et je ne la donne pas. Elijah se tourna vers Hawkins. Un problème? Le marshal adjoint jeta un coup d'œil à Crenshaw, puis secoua la tête. Monsieur Crenshaw est un citoyen concerné qui a attiré notre attention sur cette affaire. Sa présence à l'intérieur n'est pas requise. Le visage de Crenshaw devint rouge de fureur, mais il n'avait aucune raison de discuter. Il se retira vers son cheval, fumant de rage. Elijah conduisit Hawkins, Reed et Madame Hardwick dans la maison. Les enfants étaient rassemblés dans le salon, exactement comme il l'avait demandé à Grace. 7 visages se tournèrent vers les intrus, avec divers degrés de peur et de défi. Grace se tenait à l'avant, le menton levé, les yeux flamboyants. Derrière elle, Sam s'était positionné de manière protectrice près des plus jeunes. Les poings de Billy étaient serrés. Hannah avait ses bras autour de Maddie et Lucy. Abby serrait sa poupée et regardait avec de grands yeux. Le regard de Madame Hardwick les balaya avec un détachement clinique. Je vois qu'ils sont tous présents. Bien. Je vais devoir interroger chacun d'eux individuellement. Non. La voix de Grace traversa la pièce comme une lame. Pardon. J'ai dit non. Vous ne nous séparerez pas. Vous ne nous emmènerez pas dans des pièces seules pour nous poser des questions conçues, pour nous faire dire ce que vous voulez entendre. Grace s'avança, tremblante de colère. Je sais comment ça marche. Vous l'avez fait à l'orphelinat. Vous l'avez fait dans le train. Vous déformez les choses jusqu'à ce que la vérité n'ait plus d'importance. Et moi, jeune fille, je m'appelle Grace. Pas jeune fille, pas fauteur de troubles. Grace. Le visage de Madame Hardwick se crispa. C'est exactement le genre de défi que j'ai documenté dans mes rapports. Cet enfant a un historique de... Cet enfant, interrompit Elijah, a un historique de protection de sa famille lorsque les adultes ont échoué à le faire. Ce n'est pas du défi, c'est du courage. Vous romantisez le dysfonctionnement, Monsieur Thornton, et vous pathologisez la survie. Il se plaça à côté de Grace, formant un front uni. Vous voulez interroger les enfants? Très bien, mais vous le faites ici devant moi, où tout le monde peut entendre les questions et les réponses. C'est la condition. Hawkins regarda entre eux, puis hocha lentement la tête. Cela semble raisonnable, Madame Hardwick. C'est très irrégulier. Étiqueter des enfants comme défectueux aussi. La voix de Hawkins avait un certain tranchant. Posez vos questions. Finissons-en. Les entretiens qui suivirent furent entendus. Chaque question un piège potentiel. Chaque réponse un exercice d'équilibriste. Madame Hardwick posa des questions sur les couchages, la nourriture, les attentes en matière de travail, la discipline. Monsieur Thornton vous a-t-il déjà frappé? Demanda-t-elle à Billy. Non, madame. A-t-il élevé la voix avec colère? Seulement quand j'étais sur le point de faire une bêtise qui m'aurait blessé. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'attention. Vous a-t-il fait travailler au-delà de vos capacités physiques? Il nous fait nous reposer quand nous sommes fatigués, répondit doucement Hannah, même quand nous ne le voulons pas. Il dit que les enfants ne sont pas des machines. Vous a-t-il déjà touché de manière inappropriée? Le visage de Grace devint blanc de rage. Comment osez-vous? C'est une question standard. C'est une insulte. La voix de Grace tremblait. Elijah Thornton est le premier adulte à nous avoir traités comme des êtres humains,
au lieu de problèmes à résoudre. Il nous instruit, il nous nourrit. Il reste éveillé la nuit quand nous faisons des cauchemars. Il ne nous a jamais fait nous sentir en danger. Le dossier montre que M. Thornton est un vétéran de guerre avec des cas documentés de comportements violents. La guerre, c'était il y a 15 ans, intervint Elijah. Et la violence était au service de mon pays, contre des ennemis qui essayaient de me tuer. Je n'ai jamais levé la main sur un enfant, et je ne le ferai jamais. Pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous prouver le contraire? Silence. Hawkins s'éclaircit la gorge. J'en ai assez vu, Madame Hardwick. Les enfants sont en bonne santé, bien nourris, correctement vêtus. La maison est propre et chaude. Il n'y a aucune preuve de maltraitance ou de négligence. La paperasse peut être réglée par les voies appropriées. Ces enfants n'ont pas besoin d'être retirés pendant ce temps. La bouche de Madame Hardwick se serra en une ligne dure. Ce n'est pas fini, Monsieur Thornton. La société a des normes, des exigences. Vous avez peut-être trompé ces marshals avec votre charme rustique, mais le conseil territorial voudra une enquête plus approfondie. Alors enquêtez. Je n'ai rien à cacher. Nous verrons bien. Elle sortit de la maison en trombe, le marshal adjoint Reed la suivant. Hawkins s'attarda. Vous vous êtes fait une ennemie, dit-il doucement. Madame Hardwick n'aime pas qu'on la défie, et Crenshaw a des amis haut placés. Je sais. Surveillez vos arrières et surveillez ses enfants. Le regard de Hawkins se posa sur les 7 visages qui observaient toujours de l'autre côté de la pièce. Ils ont de la chance de vous avoir. Tout le monde n'aurait pas fait ce que vous avez fait. Tout le monde n'a pas vu ce que j'ai vu. Hawkins hocha lentement la tête. Je ferai ce que je peux de mon côté. Je déposerai un rapport favorable. Mais vous devez faire approuver ces papiers correctement. Le plus tôt sera le mieux. Je monterai à Laramie demain. Bien. Il toucha son chapeau. Bonne chance, Monsieur Thornton. Puis il partit. Au moment où la porte se ferma, Billy laissa échapper un souffle explosif. J'ai cru qu'ils allaient nous emmener. J'ai vraiment cru. Ils n'emmèneront personne, dit fermement Elijah. C'est aujourd'hui. Jamais. Vous ne pouvez pas promettre ça, dit doucement Grace. Vous l'avez entendu. Ce n'est pas fini. Non, ça ne l'est pas. Elijah les regarda un par un. Mais je pensais ce que j'ai dit. Je me battrai pour vous, chacun d'entre vous, tant que j'aurai un souffle de vie. Pourquoi? La voix rouillée de Sam traversa la pièce. Tout le monde se tourna pour le regarder. Même Grace avait l'air choquée. Sam, parlant 2 fois en une semaine, c'était sans précédent. Pourquoi quoi? Demanda Elijah. Pourquoi vous battre si fort? Nous ne sommes pas de votre sang. Nous ne sommes pas votre responsabilité. Vous pourriez partir, vivre votre vie en paix. Pourquoi ne le faites-vous pas? C'était la question qui planait sur eux depuis le début. La question qu'aucun d'eux n'avait osé poser si directement. Elijah y réfléchit attentivement. Parce que j'ai passé 4 mois après la mort de ma femme à vouloir la suivre, dit-il finalement. 4 mois d'obscurité si complète que je ne voyais aucune raison de continuer. Et puis je suis arrivé sur ce quai et j'ai vu 7 enfants à qui on avait dit qu'ils n'avaient aucune valeur, aucun mérite, aucun avenir. Et je me suis dit, si je peux leur donner ce qu'ils méritent, si je peux prouver que le monde s'est trompé à leur sujet, alors peut-être que ma vie a encore un sens. Il fit une pause, la gorge serrée. Vous ne m'avez pas sauvé parce que je vous ai sauvé. Vous m'avez sauvé simplement en existant, en me donnant quelque chose pour quoi me battre quand j'avais oublié comment faire. Alors ne me demandez pas pourquoi je fais ça, vous êtes la réponse. Silence, puis Abby se détacha du groupe et courut vers lui, jetant ses petits bras autour de ses jambes. Un par un, les autres suivirent, Billy se jetant sur lui avec sa force caractéristique, Anna avec des larmes silencieuses sur les joues, Maddie avec une acceptation solennelle. Lucy vint en dernier, hésitante et tremblante. En même temps, elle s'arrêta à quelques mètres, ses immenses yeux fixés sur son visage. Elijah s'accroupit à son niveau. « C'est bon, Lucy, tu n'as pas à... » Elle se jeta sur lui, enfouissant son visage dans son épaule. Et puis, si doucement qu'il faillit le manquer, elle parla. « Papa. » Un mot, le premier mot qu'elle disait depuis Dieu sait combien de temps. Elijah la serra fort, des larmes coulant sur son visage, entouré de 6 autres enfants qu'il avait choisis aussi sûrement qu'il les avait choisis. Grace se tenait à l'écart, observant. La dernière résistante.
celle qui avait trop bien appris que l'espoir était une arme qui pouvait se retourner contre vous. Elijah croisa son regard par-dessus l'enchevêtrement de petites fleurs. « Je sais que tu ne peux pas encore faire confiance, dit-il. Je sais que c'est trop tôt, mais j'attendrai, peu importe le temps que ça prendra. » Le sang-froid de Grace se brisa, juste un peu, juste assez. « Peut-être, murmura-t-elle, peut-être que vous n'êtes vraiment pas différent. Peut-être que je le suis. » Elle ne se joignit pas à l'étreinte, mais elle ne partit pas non plus. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le trajet jusqu'à Laramie dura 2 jours, dans un froid glacial et sur des sentiers dangereux. Elijah partit avant l'aube, la promesse de Tom Walker de veiller sur les enfants résonnant à ses oreilles. Grace s'était tenue sur le porche, le regardant partir, son visage indéchiffrable. Les plus jeunes se pressaient derrière elle comme des poussins autour d'une poule. « Reviens !» avait crié Abby, sa petite voix portant dans l'air glacial. « Promette que tu reviendras. »« Je le promets, ma puce. 3 jours, 4 au plus. » Mais les promesses étaient des choses fragiles, et Elijah savait mieux que quiconque à quel point elles pouvaient se briser facilement. Le tribunal territorial de Laramie était un bâtiment sinistre qui sentait le vieux papier et le tabac froid. Elijah passa sa première journée à naviguer dans le labyrinthe des greffiers et des fonctionnaires, chacun le renvoyant à quelqu'un d'autre, chacun exigeant des formulaires, des signatures et des frais différents. Le 2e jour, il atteignit enfin le bureau du juge Cornelius Blackwood. Le juge était plus âgé qu'Elijah ne s'y attendait, avec des cheveux argentés et des yeux qui en avaient trop vu pour être facilement trompés. Il examina les papiers de tutelle en silence, son expression ne laissant rien paraître. « 7 enfants, dit finalement Blackwood. C'est ambitieux, Monsieur Thornton. »« C'est nécessaire, Votre Honneur. »« Nécessaire. » Le juge posa les papiers. « Madame Hardwick de la Société d'aide à l'enfance a déposé une objection formelle à votre pétition. Elle prétend que vous n'êtes pas apte à vous occuper de ces enfants, que vous avez un passé de violence, que vous avez contourné les procédures appropriées. J'ai servi pendant la guerre, Votre Honneur. La violence était pour la défense de mon pays. Quant aux procédures, j'ai déposé les papiers le lendemain de l'accueil des enfants. J'ai tout fait dans les règles. Elle prétend aussi que vous avez coaché les enfants, leur apprenant quoi dire aux enquêteurs. » Elijah sentit sa mâchoire se crisper. C'est un mensonge. Peut-être, mais c'est un mensonge qui a du poids quand il vient d'un représentant officiel d'une organisation respectée. Blackwood se pencha en arrière dans sa chaise. « J'ai lu le rapport du Marshal adjoint Hawkins. Il parle en bien de vous. Il dit que les enfants sont en bonne santé et bien soignés. Mais j'ai aussi reçu une lettre de Silas Crenshaw. Crenshaw a ses propres intérêts dans cette affaire. J'en suis conscient. Il veut 2 des garçons pour son exploitation minière. Il a offert de faire un don substantiel au fonds territorial pour les orphelins si je statuais en sa faveur. » Le sang d'Elijah se glaça. « Vous ne pouvez pas. On ne peut pas m'acheter, Monsieur Thornton. C'est ce que je vous dis. » La voix de Blackwood se durcit. « Crenshaw a fait une erreur en pensant le contraire. Je suis juge depuis 30 ans. J'ai vu des hommes comme lui aller et venir. Ils pensent toujours que l'argent peut tout résoudre. Alors vous approuverez la tutelle? » « Je l'approuverai. » Blackwood sortit un seau et l'apposa fermement sur les papiers. « Conditionnellement. Vous avez 6 mois pour prouver que cet arrangement fonctionne. Pendant ce temps, vous recevrez des visites trimestrielles d'un inspecteur nommé par le tribunal. Si des préoccupations surgissent, l'affaire sera réexaminée. » « Je comprends. J'espère que oui, Monsieur Thornton, car ces enfants ont déjà été trahis par tous les adultes de leur vie. Si vous les trahissez aussi, les conséquences ne seront pas seulement légales, elles seront humaines. » Elijah prit les papiers scellés avec des mains qui tremblaient légèrement. « Je ne les trahirai pas, Votre Honneur. Veillez-y. » Le trajet du retour sembla plus long que l'aller. L'épuisement et le soulagement se disputaient dans la poitrine d'Elijah. Il poussa Rust aussi vite qu'il l'osait, les papiers scellés bien à l'abri dans son manteau, son esprit déjà de retour au ranch avec ses enfants. Ses enfants, quand avaient-ils commencé à penser à eux de cette façon? Quand cela avait-il cessé d'être une obligation pour devenir la chose la plus vraie qu'il connaissait? Il atteignit la dernière crête alors que le soleil se couchait le 3e jour, s'attendant à voir la lumière des lampes briller aux fenêtres, la fumée s'élever de la cheminée. Au lieu de cela, il vit l'obscurité et, debout dans la cour éclairée par la lumière des torches,
se tenait Silas Crenshaw. Avec lui, une douzaine d'hommes. Certains qu'Elijah reconnaissait, des employés du ranch de Crenshaw. D'autres étaient des étrangers, des hommes au visage dur avec des armes à la hanche et la cruauté dans les yeux. Et au centre de tous, blottis dans le froid, se trouvaient les enfants. Grace se tenait à l'avant, la lèvre saignante, les bras écartés dans la posture protectrice qu'Elijah avait vue sur le quai 3 semaines auparavant. Derrière elle, les autres se pressaient, le visage de Sam un masque de rage à peine contenu, Billy tremblant de fureur, Hannah serrant Maddie, Lucy et Abby, comme si elle pouvait les protéger avec son seul corps. La vision d'Elijah devint rouge. Il dégaina son revolver et éperonna Rust, les sabots du cheval tonnant sur le sol gelé. Les hommes se dispersèrent à son approche, mais Crenshaw maintint sa position, ce sourire huileux s'étalant sur son visage. « Ah, Monsieur Thornton, nous tenions juste compagnie à votre petite famille en vous attendant. Éloignez-vous d'eux. » La voix d'Elijah était la mort elle-même. « Allons, allons, nul besoin d'hostilité. Nous sommes tous des hommes civilisés ici. » J'ai dit, éloignez-vous d'eux. Le sourire de Crenshaw ne faiblit pas. J'ai bien peur de ne pas pouvoir. Voyez-vous, pendant votre absence, j'ai reçu des informations très intéressantes. Il semble qu'un de vos enfants, le silencieux, Sam, soit recherché pour interrogatoire dans le cadre d'un meurtre à Kansas City. Le monde s'arrêta. Elijah regarda Sam. Le visage du garçon était devenu blanc, son sang-froid se fissurant pour la première fois depuis qu'Elijah le connaissait. « C'est un mensonge », cracha Grace. « Vraiment? » Crenshaw sortit un papier de son manteau. « J'ai ici un mandat d'arrêt pour Samuel James Whitmore, âgé de 12 ans, recherché pour interrogatoire dans la mort de Marcus Whitmore, son père. » Le silence qui suivit fut absolu. Le père de Sam. L'homme que Grace avait dit que Sam avait vu mourir. L'homme dont la mort avait volé la voix de Sam. « Vous déformez la vérité, » dit Elijah, son arme toujours pointée sur Crenshaw. « Ce garçon n'a tué personne. Le mandat dit le contraire, et jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, je suis autorisé à le prendre en garde à vue. » Les yeux de Crenshaw brillaient de triomphe. « Bien sûr, si vous reconsidériez mon offre précédente, si vous me remettiez volontairement les enfants, je pourrais être persuadé de perdre ce mandat. Les accidents arrivent, après tout. Les papiers se perdent. Espèce de... Attention, Monsieur Thornton, il y a de jeunes esprits impressionnables présents. » Le doigt d'Elijah se serra sur la gâchette. Ce serait si facile. Un coup, et Crenshaw ne menacerait plus jamais sa famille. Mais cela ferait de lui un meurtrier, laisserait les enfants sans protecteur, prouverait toutes les choses terribles que Mme Hardwick avait dites sur lui. Il baissa son arme. Le sourire de Crenshaw s'élargit. Un choix judicieux. Maintenant, devrions-nous discuter des termes? Non, la voix venait de derrière Elijah. Il se tourna pour voir Tom Walker arriver à cheval, son insigne brillant à la lumière des torches, suivi du marshal adjoint Hawkins et de 4 autres hommes. « Ce ranch est sous protection territoriale », annonça Hawkins, sa voix portant dans la cour. « La tutelle de M. Thornton a été approuvée par le juge Blackwood lui-même. Toute tentative de retirer ses enfants sans procédure légale appropriée sera considérée comme un enlèvement. » Le visage de Crenshaw se tordit de rage. Ce mandat a 3 ans et a déjà été rejeté par le tribunal de Kansas City. Hawkins brandit un télégramme. « J'ai vérifié. Le garçon a été interrogé et innocenté. Son père a été tué par des collecteurs de dettes quand Samuel avait 10 ans. Le garçon a essayé d'intervenir et a failli être tué lui-même. Il n'est pas un suspect. C'est une victime. » Elijah sentit le monde basculer. Il regarda Sam, cet enfant qui avait porté ce poids seul si longtemps, qui avait vu son père assassiné et en avait été blâmé, qui avait perdu sa voix à cause d'un traumatisme si profond qu'il ne guérirait peut-être jamais complètement. « Vous le saviez, dit-il à Crenshaw. Vous saviez que ce mandat n'était pas valide. Vous l'avez utilisé quand même. J'ai utilisé les outils qui étaient à ma disposition. Vous avez utilisé le pire cauchemar d'un enfant comme une arme. » Elijah s'avança et quelque chose dans son visage fit reculer les hommes de Crenshaw. « Vous avez déterré la pire chose qui lui soit jamais arrivée, et vous lui avez jeté au visage devant sa famille. Pourquoi? Des terres, de l'argent, du pouvoir? Je suis un homme d'affaires, Thornton. Je fais ce qui est nécessaire.
Vous êtes un monstre, et je jure devant Dieu que si vous vous approchez encore de ces enfants, je vous anéantirai, avec ou sans la loi, avec ou sans conséquence, je vous anéantirai. Le sourire de Crenshaw faiblit enfin. Il regarda les hommes autour de lui, Hawkins, Walker et les autres, et ne vit aucun soutien, juste un jugement froid. Ce n'est pas fini, dit-il, mais les mots manquaient de conviction. Si ça l'est. Hawkins s'avança. Monsieur Crenshaw, je vous place en état d'arrestation pour tentative d'enlèvement, harcèlement et complot en vue de commettre une fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Les minutes suivantes passèrent dans un flou. Les protestations de Crenshaw, ces hommes disparaissant dans l'obscurité. Le processus officiel d'arrestation et de documentation se déroulant dans la nuit froide. Mais Elijah ne regardait rien de tout cela. Il était à genoux dans la terre gelée, entouré de 7 enfants qui s'accrochaient à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui n'arrêtait pas d'essayer de les emporter. « Tu es revenu !» sanglota Abby sur son épaule. « Tu es revenu! Tu es revenu! Tu es revenu! » « Je t'ai dit que je le ferais, ma puce. Je l'ai promis. Il a dit que tu ne reviendrais pas, le méchant homme. Il a dit que tu nous avais abandonnés comme tout le monde. Il a menti. » Elijah se recula pour les regarder un par un, vérifiant les blessures, les traumatismes, les fissures dans les esprits qu'il avait tant travaillé à réparer. « Je ne vous quitterai jamais. Vous comprenez? Jamais. » Grace se tenait à l'écart, les bras enroulés autour d'elle, sa lèvre saignante tremblant. Elle paraissait plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, plus vulnérable, plus effrayée. Grace, elle secoua la tête, ne le regardant pas dans les yeux. « Je n'ai pas pu les arrêter. J'ai essayé. Je me suis battu, mais ils étaient trop nombreux et ils... » Sa voix se brisa. Ils sont entrés comme si nous n'étions rien, comme si tout ce que nous avions construit n'était rien. Elijah se leva et se dirigea vers elle. Il prit son visage entre ses mains, doux malgré la rage qui brûlait encore en lui. « Tu les as protégés. Tu t'es interposé entre ces hommes et ta famille en sachant que tu ne pouvais pas gagner. Et tu t'es battu quand même. Ce n'est pas rien, Grace. C'est tout. J'avais si peur. J'ai toujours si peur. Je dois être forte pour eux. Mais je suis si fatigué d'avoir peur. Alors laisse-moi avoir peur pour toi parfois. Laisse-moi porter ce poids. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment arrêter d'être celle qui tient tout ensemble. Tu apprendras jour après jour, de la même manière que j'apprends à être un père. » Elijah essuya le sang de sa lèvre avec son pouce. « Tu as 14 ans, Grace. Tu n'aurais pas dû grandir si vite. Mais tu l'as fait. Et maintenant, il est temps de te laisser être à nouveau une enfant. Même juste un peu. » Elle le fixa, ses défenses s'effondrant. Et puis, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Grace Whitmore se laissa pleurer. Pas les larmes contrôlées de quelqu'un qui gère ses émotions. Pas les pleurs silencieux de quelqu'un qui a peur d'être entendu. De vraies larmes, fortes, désordonnées et brutes. Le chagrin d'une enfant qui portait un fardeau impossible depuis bien trop longtemps. Elijah la prit dans ses bras et la serra pendant qu'elle sanglotait. Les autres enfants se rassemblèrent autour, formant un cercle protecteur. De la même manière qu'ils s'étaient rassemblés sur ce quai, mais différemment maintenant. Plus forts, unis, non seulement par un traumatisme partagé, mais par un amour partagé. « Je te tiens », murmura Elijah dans les cheveux de Grace. « Je vous tiens tous. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes à la maison. » Plus tard, après que les hommes de loi soient partis et que les enfants ont été nourris, réchauffés et couchés, Elijah s'assit seul dans la cuisine avec Sam. Le garçon était resté silencieux depuis la confrontation. Pas le silence vigilant d'avant, mais un silence lourd et blessé qui remplissait la pièce comme de la fumée. « Tu n'es pas obligé de parler, » dit Elijah, « mais je veux que tu saches quelque chose. Ce qui est arrivé à ton père n'était pas de ta faute, ni à l'époque, ni maintenant. Jamais. » Les mains de Sam se crispèrent sur la table. « J'ai vu des hommes mourir, Sam. À la guerre, après la guerre. J'ai vu la mort de près et je sais ce qu'elle fait aux gens qui restent. La culpabilité, le fait de se demander si on aurait pu faire quelque chose de différent, si on avait été plus rapide, plus fort, plus courageux. » Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Sam. La réponse est non. Il n'y a rien que tu aurais pu faire.
Tu étais un enfant face à des hommes adultes armés. Le fait que tu aies essayé de le sauver, le fait que tu aies survécu, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose à honorer. Je n'ai pas pu le protéger. La voix de Sam se brisa, rouillée et cassée. Je les ai regardés le blesser et je n'ai rien pu faire. Tu avais 10 ans. J'aurais dû être capable de les arrêter. Sam, Elijah se pencha en avant. Si tu avais pu les arrêter, tu serais bon. Ton père le savait. C'est pour ça qu'il voulait que tu t'enfuis. C'est pour ça qu'il s'est battu. Pas pour se sauver lui-même, mais pour te donner le temps de t'échapper. Comment le savez-vous? Parce que c'est ce que n'importe quel père ferait. La voix d'Elijah devint rauque. C'est ce que je ferais pour n'importe lequel d'entre vous. Sam le fixa, les murs derrière ses yeux commençant à se fissurer. J'ai été en colère si longtemps, murmura-t-il, contre les hommes qui l'ont tué, contre moi-même pour avoir été trop faible, contre Dieu pour avoir laissé faire. J'ai été si en colère que je ne pouvais même plus parler. Les mots se sont juste arrêtés. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Je suis toujours en colère, mais je suis fatigué aussi. Fatigué d'être silencieux. Fatigué d'être seul avec ça. Tu n'es plus seul, Sam. Tu ne l'as pas été depuis que tu es descendu de ce train. Je sais, les yeux de Sam s'emplirent de larmes qu'il avait retenues pendant des années. C'est la partie que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi voudriez-vous d'un gamin brisé qui ne peut même pas parler? Parce que tu n'es pas brisé. Tu es blessé. Il y a une différence. Elijah tendit la main sur la table et serra l'épaule de Sam. Les choses brisées sont jetées. Les choses blessées sont guéries. Et la guérison prend du temps, de la patience et quelqu'un qui s'en soucie. Je m'en soucie, Sam. De toi, de tous. Et je ne vais nulle part. Le sang-froid de Sam se brisa enfin. Il se jeta en avant et Elijah le rattrapa, tenant le garçon, tandis que 12 ans de chagrin, de rage et de terreur se déversaient en sanglots rauques et haletants. Il me manque, s'étrangla Sam. Mon père me manque tellement. Je sais, mon fils, je sais. Ils restèrent ainsi longtemps, le feu crépitant doucement, le vent murmurant à l'extérieur. Un homme qui avait perdu sa femme et un garçon qui avait perdu son père, trouvant l'un en l'autre quelque chose qu'aucun des deux ne s'attendait à retrouver. Une famille. Le lendemain matin se leva, clair et froid, la lumière du soleil d'hiver entrant à flot par les fenêtres que Grace avait finalement permis d'ouvrir. Elijah se tenait sur le porche, un café à la main, regardant les enfants sortir de la maison un par un. Billy, déjà plein d'énergie, se précipita vers la grange pour voir les chevaux. Anna suivit à un rythme plus posé, Maddie à ses côtés, leur tête penchée dans une conversation tranquille. Abby sortit en trombe et se jeta sur ses jambes. « Bonjour, papa. »« Papa. » Elle avait commencé à l'appeler ainsi après la confrontation avec Crenshaw, et le mot lui serrait encore la poitrine de la meilleure des manières. « Bonjour, ma puce. » Lucy vint ensuite, se déplaçant lentement, ses immenses yeux toujours méfiants. Mais elle s'arrêta à côté d'Elijah, tendit la main et toucha la sienne. « Bonjour, dit-elle doucement. C'était seulement son deuxième mot en 3 semaines, mais il atterrit comme une bénédiction. « Bonjour, Lucy. » Sam sortit le dernier, l'air épuisé, mais d'une certaine manière plus léger. Il fit un signe de tête à Elijah, une reconnaissance silencieuse de tout ce qui s'était passé entre eux, et se dirigea vers la grange. Seule Grace restait à l'intérieur. Elijah la trouva dans la cuisine, debout à la fenêtre, le regard perdu dans le vague. « Tu devrais manger, dit-il. Pas faim. » « Grace, j'ai réfléchi. » Elle se tourna vers lui, et son expression était différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Ouverte, vulnérable, jeune. « À ce que tu as dit hier soir, sur le fait de me laisser être à nouveau une enfant. Et je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas s'il en reste assez en moi. » Elle enroula ses bras autour d'elle. « Mais je veux essayer, si tu m'aides. »« Je t'aiderai. » Elijah s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. « Quoi que tu aies besoin, aussi longtemps que ça prendra. Même si je te repousse, même si je te teste, que je doute de toi et que je rende tout plus difficile que nécessaire. » Surtout dans ce cas, les yeux de Grace s'empliront de larmes. « Pourquoi supporterais-tu ça? » Parce que c'est ce que font les parents. Ils supportent les moments difficiles
Parce que les bons moments en valent la peine. Il sourit doucement. Et Grace, les bons moments en valent vraiment, vraiment la peine. Elle le fixa un long moment. Puis, lentement, avec hésitation, elle s'avança et enroula ses bras autour de lui. Merci, murmura-t-elle, de ne pas avoir abandonné. Jamais. Elijah la serra fort. Cette fille féroce et blessée qui portait le poids du monde bien avant d'en avoir l'âge. Jamais, Grace. Tu es ma fille maintenant. Vous êtes tous mes enfants et une famille n'abandonne pas. Ils restèrent là, dans sa lumière du matin, les bruits des autres enfants flottant de l'extérieur. Le rire de Billy, la voix douce de Hannah, le bavardage excité d'Abby. Les sons d'une famille en train de naître. Le printemps arriva lentement dans le Wyoming, rampant sur la terre gelée comme une promesse presque oubliée. Elijah se tenait près de la tombe de Sarah lors de la première matinée vraiment chaude. Les enfants étaient dispersés sur la propriété derrière lui. Il pouvait entendre le rire de Billy depuis la grange, la voix douce de Hannah chantant pendant qu'elle travaillait dans le jardin. Les plus jeunes jouant à un jeu qui impliquait beaucoup de courses et de cris. « Tu devrais les voir maintenant », dit-il doucement à la pierre tombale. « Ils sont différents, plus forts, plus heureux. » Grace a souri hier, vraiment souri. Pas le faux sourire qu'elle utilise quand elle essaye de tout tenir ensemble. Et Sam a raconté une blague au dîner. Une blague, Sarah. Le garçon qui n'a pas parlé pendant 2 ans a raconté une blague. Et tout le monde a ri, et il avait l'air si surpris, comme s'il avait oublié qu'il pouvait rendre les gens heureux. Le vent agita l'herbe nouvelle autour de la tombe, transportant l'odeur des fleurs sauvages qui commençaient à peine à éclore. J'aimerais que tu puisses les rencontrer, surtout Abby. Elle ressemble tellement à Emily, mais elle a ton esprit, cet esprit têtu, magnifique, qui n'abandonne jamais. Elle m'a demandé hier si tu nous regardes depuis le ciel. Je lui ai dit oui. J'espère que je n'ai pas menti. Il s'agenouilla et toucha la pierre froide. Je fais de mon mieux, Sarah. Je ne sais pas si c'est assez. Je ne sais pas si je suis le père que ces enfants méritent. Mais j'essaie. Chaque jour, j'essaie. Et je pense que c'est peut-être ce que tu voudrais. Pas la perfection, juste l'effort, juste l'amour. Papa? Il se tourna pour trouver Abby debout à quelques mètres, ses cheveux dorés captant la lumière du matin, sa poupée en lambeaux pendant d'une main. « Salut, ma puce. »« Tu parles à la jolie dame? »« Oui, je lui parlais de vous. » Abby s'approcha, son petit visage sérieux. « Qu'est-ce que tu lui as dit? »« Que tu es courageuse et gentille et que tu me fais sourire tous les jours. » A-t-elle répondu quelque chose? Elijah sourit. Cette douleur dans sa poitrine qui devenait si familière, le chagrin et l'amour si étroitement mêlés qu'il ne pouvait plus les séparer. Elle a dit qu'elle est fière de toi et qu'elle est contente que tu aies trouvé le chemin de la maison. Abby réfléchit à cela puis hocha la tête avec satisfaction. Bien, je suis contente qu'elle soit contente. Tiens, elle tendit sa main libre. Hannah dit que le petit déjeuner est prêt. Elle a fait des biscuits, les bons avec du miel. Elijah prit sa main et la laissa le guider loin de la tombe, vers la maison où 6 autres enfants attendaient, vers la vie qu'il avait construite sur les cendres de tout ce qu'il avait perdu. L'inspectrice du tribunal arriva fin avril, une femme à l'air fatiguée nommée Madame Crawford, qui avait clairement vu trop de souffrance pour être facilement impressionnée. Elle passa 3 jours au ranch, observant tout, les repas, les corvées, les leçons, la façon dont les enfants interagissaient entre eux et avec Elijah. Elle posa des questions, des centaines, et prit des notes dans un petit carnet en cuir qui ne la quittait jamais. Le soir du 3e jour, elle s'assit avec Elijah dans la cuisine pendant que les enfants jouaient dehors. « J'ai vu beaucoup de situations comme celle-ci, Monsieur Thornton, » dit-elle, sa voix neutre. « Des hommes célibataires qui recueillent des orphelins. Parfois, ça marche. Le plus souvent, non. Et quelle est votre évaluation de cette situation? » Madame Crawford resta silencieuse un moment, son stylo tapotant contre son carnet. « Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous avez construit ici, » dit-elle finalement. « Ces enfants, ils ne font pas que survivre, ils s'épanouissent. La fille aînée, Grace, a même ri pendant mon entretien. Son dossier dit qu'elle n'a pas ri depuis 3 ans. Elle apprend qu'elle n'a pas à tout porter seule. J'ai bien vu. » Madame Crawford ferma son carnet. Le garçon silencieux m'a parlé, volontairement.
Il m'a parlé de la pièce d'échec qu'il vous a donnée. Il a dit que c'était la chose la plus importante qu'il possédait et qu'il vous la confiait. La gorge d'Elijah se serra. Sam a fait beaucoup de chemin. Ils en ont tous fait. La petite qui était muette, Lucy, vous a appelé papa devant moi, 2 fois. Le masque professionnel de Madame Crawford glissa un instant, révélant quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement. Comprenez-vous à quel point c'est remarquable? Cet enfant a été diagnostiqué comme non-verbal de façon permanente. Le traumatisme était considéré comme irréversible. Elle avait juste besoin de se sentir en sécurité. Elle avait besoin de plus que ça, Monsieur Thornton. Elle avait besoin de croire que quelqu'un la rattraperait si elle tombait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Les enfants connaissent la différence. Alors, que se passe-t-il maintenant? Avec l'inspection. Madame Crawford se leva, rangeant son carnet dans son sac. Je déposerai mon rapport auprès du juge Blackwood. Je recommanderai que la période conditionnelle soit levée et que la tutelle permanente et complète soit accordée immédiatement. Le cœur d'Elijah manqua un battement. Vous êtes sérieuse? Je ne plaisante pas avec le bien-être des enfants, Monsieur Thornton. Elle lui tenda la main et il la serra. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ici. J'espère que vous le savez. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je les aime, c'est tout. Oui. Madame Crawford sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait de sa part. C'est exactement ce que je veux dire. La lettre du juge Blackwood arriva 2 semaines plus tard. Elijah la lut 3 fois avant de se sentir capable de parler. Puis il rassembla les enfants dans le salon, ses mains tremblantes, son cœur battant si fort qu'il pouvait à peine respirer. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda immédiatement Grace, sa vieille lassitude refaisant surface. « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien ne va. » Elijah brandit la lettre. C'est du juge Blackwood, du tribunal. 7 visages devinrent pâles. Billy se rapprocha de Sam. Hannah tira Maddie et Lucy contre elle. La prise d'Abby sur sa poupée se resserra. Il dit, la voix d'Elijah se brisa. Il s'éclaircit la gorge et réessaya. Il dit que la période conditionnelle a été levée. Il dit que le rapport de Madame Crawford est le plus positif qu'elle ait jamais déposé en 20 ans d'inspection. Il dit, « Quoi? » murmura Grace. « Qu'est-ce qu'il dit? » Elijah leva les yeux vers ses enfants, car c'est ce qu'ils étaient maintenant, officiellement et pour toujours, et sentit des larmes couler sur ses joues. Il dit que vous êtes à moi. Légalement, de façon permanente et irrévocable, à moi. Vous tous. L'adoption est définitive. Personne ne pourra plus jamais vous emmener. Silence, puis Abby poussa un cri de joie et se jeta sur lui. Billy suivit une seconde plus tard, puis Hannah, puis Maddie. Lucy vint plus lentement, mais elle vint, enroulant ses bras minces autour de sa taille avec une force surprenante. Sam resta figé, son visage un masque d'incrédulité. « Vous voulez dire que nous sommes vraiment... Vous êtes vraiment mes enfants, Sam, de toutes les manières qui comptent. » Le sang-froid du garçon vola un éclat. Il traversa la pièce en 3 rapides enjambées et jeta ses bras autour d'Elijah, s'accrochant comme s'il avait peur de lâcher prise. Seule Grace restait à l'écart, debout près de la fenêtre, son visage indéchiffrable. Elijah se dégagea doucement des autres et se dirigea vers elle. « Grace? » « Je ne... » Elle secoua la tête, sa voix se brisant. « Je ne sais pas quoi ressentir. J'ai voulu ça si fort, si longtemps. Une vraie famille, une vraie maison. Mais j'étais si sûr que ça n'arriverait jamais. J'étais si sûr que quelqu'un nous l'enlèverait. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Personne n'enlève rien, » dit fermement Elijah. « Ni maintenant, ni jamais. C'est ta maison, Grace. Tu es ma fille. Et rien ne changera ça. » Grace le regarda, tous ses murs s'effondrant enfin. « Papa, » murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Elijah la prit dans ses bras et la serra pendant qu'elle sanglotait. Grace, 16 ans, qui avait été une mère pour 6 enfants, avant d'avoir l'âge d'en être une. Grace la féroce, qui avait combattu des hommes adultes pour protéger sa famille. Grace la blessée, qui s'était enfin autorisée à être l'enfant de quelqu'un. « Je te tiens, » murmura-t-il. « Je vous tiens tous, pour toujours. » Cette nuit-là, après que les célébrations se soient calmées et que les plus jeunes aient été couchés, Elijah s'assit sur le porche avec Grace et Sam, regardant les étoiles apparaître. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » demanda doucement Sam.
Que veux-tu dire? Je veux dire, nous sommes une famille maintenant, officiellement. Alors, que se passe-t-il ensuite? À quoi ressemble notre vie? Elijah réfléchit à la question. Je suppose que ça ressemble à ça. Travailler au ranch ensemble, apprendre et grandir ensemble, avoir de bons et de mauvais jours, mais les affronter ensemble. C'est tout? Grace semblait presque déçue. Juste la vie normale. La vie normale est un cadeau, Grace, crois-moi. Après tout ce que nous avons tous traversé, la normalité est la plus grande bénédiction que nous puissions demander. Elle resta silencieuse un moment, puis hocha lentement la tête. Je suppose que je n'ai jamais vraiment su ce que c'était, la normalité. Pas depuis que je suis petite. Alors nous le découvrirons ensemble, nous tous. Sam se pencha en arrière, le visage tourné vers le ciel. Les étoiles ont l'air différentes maintenant. Différentes comment? Je ne sais pas, moins froides peut-être, moins lointaines. Il jeta un coup d'œil à Elijah. Ça a l'air stupide, probablement. Non, pas du tout. Je sais exactement ce que tu veux dire. Ils restèrent assis dans un silence confortable. Trois âmes blessées qui s'étaient trouvées par la tragédie, le hasard et quelque chose qui aurait pu être la grâce. Papa? La voix de Grace était douce, presque hésitante. Oui? Merci de ne pas être passé à côté de nous sur ce quai, de nous avoir vus quand tout le monde détournait le regard. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie, Grace. Vous tous. Je me noyais avant que vous n'arriviez. Vous m'avez donné une raison de nager. L'été arriva dans un éclat de chaleur et de possibilités. Le ranch n'avait jamais été aussi beau. Les clôtures réparées, la grange repeinte, le jardin de Sarah fleurissant de fleurs que Anna et Maddie entretenaient avec un soin dévoué. Les enfants avaient grandi dans leur rôle. Billy avec les chevaux, Sam avec le bétail, Grace gérant la maison avec une efficacité tranquille. Et Lucy, qui était restée silencieuse si longtemps, parlait maintenant. Pas constamment, pas facilement, mais elle parlait. Sa voix était comme un petit oiseau apprenant à chanter, hésitante et précieuse. Un soir, alors que la famille se réunissait pour le dîner, elle grimpa sur les genoux d'Elijah et le regarda avec ses immenses yeux gris. « Papa? »« Oui, ma puce? Tu sais que ce que j'aime le plus ici? » Qu'est-ce que c'est? Personne ne nous donne de surnom. La voix de Lucy était neutre, mais ses yeux contenaient des profondeurs de douleur passée. Personne ne met de papier sur nos manteaux. Personne ne nous regarde comme si nous étions méchants. Elijah sentit sa gorge se serrer. C'est parce que vous n'êtes pas méchant, Lucy. Vous ne l'avez jamais été. Je le sais maintenant. Elle sourit, un vrai sourire, lumineux et confiant. Tu me l'as appris. Après le dîner, les aînés emmenèrent les plus jeunes dehors pour attraper des lucioles, leur rire flottant dans l'air chaud du soir. Elijah resta en arrière, faisant la vaisselle quand Grace apparut à ses côtés. « Laisse-moi t'aider. »« Tu n'es pas obligé. »« Je veux le faire. » Elle prit un torchon et commença à essuyer les assiettes qu'il lui tendait. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que la vie normale est un cadeau. Et tu avais raison. Tout ça, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Une maison, une famille, des gens qui se soucient de moi non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent. » Elle fit une pause. « Je ne pensais pas que des endroits comme celui-ci existaient. Ils n'existent pas. » Elijah lui tendit une autre assiette. « Pas d'eux-mêmes. Ils doivent être construits par des gens qui refusent d'accepter que le monde doit être cruel. C'est pour ça que tu nous as recueillis? Pour prouver que le monde n'a pas à être cruel? En partie. Mais surtout, je vous ai recueillis parce que j'ai vu 7 enfants qui méritaient mieux que ce qu'on leur avait donné, et j'avais mieux à offrir. » Grace resta silencieuse un moment, réfléchissant à quelque chose. Puis elle dit, « Je veux aider d'autres enfants un jour, des enfants comme nous qui ont été rejetés. Je veux leur montrer que ce n'est pas forcément la fin de leur histoire. » Elijah la regarda, cette fille féroce et courageuse qui était devenue sa fille de toutes les manières qui comptaient. « C'est un beau rêve, Grace. Tu penses que je pourrais le faire? Je pense que tu pourrais faire tout ce que tu décides de faire. Et je pense que n'importe quel enfant qui trouvera son chemin vers toi sera le plus chanceux du monde. » Les yeux de Grace s'emplirent de larmes, mais elle souriait. « Tu le crois vraiment? »« Je le crois vraiment. » Elle se pencha contre lui, posant sa tête sur son épaule comme une fille pourrait le faire avec son père.
Et Elijah sentit le dernier morceau brisé de son cœur se remettre enfin en place. L'automne arriva avec des feuilles dorées, des matinées fraîches et l'anniversaire du jour où Elijah les avait trouvés sur le quai. Il se leva tôt, comme toujours, mais au lieu d'aller directement au travail, il se dirigea vers la tombe de Sarah. Les enfants le trouvèrent là 1 heure plus tard, tous les 7, debout en une rangée solennelle. « Nous voulions venir aussi, » expliqua Billy, « pour dire merci. »« Merci ?» À Madame Sarah. Abby s'avança, tenant une poignée de fleurs sauvages. « Pour t'avoir envoyé nous trouver. » Maddie dit qu'elle a dû demander à Dieu de l'aider. Et Dieu t'a envoyé. C'est ce que je crois, confirma Maddie, ses yeux sombres et sérieux. Le Seigneur agit à travers les gens. Il a agi à travers toi. Un par un, les enfants s'approchèrent de la tombe. Abby déposa ses fleurs avec un soin solennel. Billy plaça un petit cheval en bois qu'il avait sculpté lui-même. Hannah offrit un ruban de ses cheveux. Maddie récita une prière. Lucy murmura quelque chose de trop bas pour être entendu. Sam déposa la pièce d'échec de son père, celle qu'il avait donnée à Elijah, puis la reprit avec un petit hochement de tête, pas prêt à la laisser partir complètement. Grace y alla en dernier. Elle s'agenouilla à côté de la pierre tombale et posa sa main sur le marbre froid. « Je ne vous ai jamais rencontré, » dit-elle doucement. « Mais je sais que vous deviez être quelqu'un de spécial. Parce que l'homme que vous aimiez, il nous a sauvés. Nous tous, il nous a donné une maison, une famille et un avenir. » Elle fit une pause, la voix étranglée. « Je promets que je prendrai soin de lui, comme il prend soin de nous. Je m'assurerai qu'il ne soit plus jamais seul. » La vision d'Elijah se brouilla de larmes. Quand Grace se releva, elle se dirigea directement vers lui et prit sa main. Les autres enfants se rassemblèrent, formant un cercle autour de la tombe, autour de la mémoire de Sarah et du deuil d'Elijah et de la famille qu'ils avaient construite ensemble sur les décombres de leurs chagrins séparés. « Nous devrions faire ça chaque année, » dit Hannah. « Venir ici ensemble, nous souvenir. »« Oui, » acquiesça Elijah, la voix rauque. « Nous devrions. » Ils retournèrent à la maison en famille, le soleil du matin réchauffant leur dos, l'avenir s'étendant devant eux, plein de possibilités. Ce soir-là, Elijah les rassembla tous dans le salon. Le feu crépitait dans l'âtre. Les rideaux de Sarah, étaient ouverts pour la première fois depuis 1 an, laissant d'entrer la lumière dorée du coucher de soleil. « Je veux vous dire quelque chose, » dit-il. « À vous tous. » 7 visages se tournèrent vers lui. « Oh, il se fait confiant. Il y a 1 an, j'étais seul dans cette maison, m'énoyant dans le chagrin. J'avais perdu ma femme, mon espoir, ma raison de continuer. Je pensais que ma vie était finie. » Il fit une pause, les regardant un par un. Puis je suis arrivé sur ce quai et j'ai vu 7 enfants portant des étiquettes qui disaient des mensonges sur qui ils étaient. Et quelque chose en moi, quelque chose que je pensais mort avec Sarah, s'est réveillé. « Tu nous as sauvés, » dit Billy. « Non. » Elijah secoua fermement la tête. « Vous m'avez sauvé, chacun d'entre vous, en ayant besoin de moi, en me faisant confiance, en me donnant une raison de me lever le matin. » Sa voix se brisa. « Je pensais que je sauvais des orphelins, mais la vérité c'est que j'étais l'orphelin. C'est moi qui étais perdu, et vous m'avez trouvé. » Le silence s'installa dans la pièce. Puis Abby grimpa sur ses genoux, comme elle le faisait toujours, et pressa sa petite main contre sa poitrine. « Ton cœur n'est plus triste, papa. Je le sens. Non, ma puce, il n'est plus triste. » Elijah la serra fort, ouvrant ses bras pour inclure les autres alors qu'ils se rassemblaient autour de lui. « Il est plein. Pour la première fois depuis longtemps, mon cœur est complètement plein. » Ils restèrent ainsi alors que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient. Un homme qui avait tout perdu et 7 enfants, à qui on avait dit qu'ils n'étaient rien, s'accrochant les uns aux autres dans une maison qui était devenue un foyer. Les étiquettes avaient disparu depuis longtemps, froissées et dispersées par le vent sur un quai froid de décembre, mais ce qu'ils avaient construit à leur place durerait pour toujours. Elijah regarda ses enfants, le dévouement féroce de Grace, la force tranquille de Sam, l'esprit doux de Hannah, la joie sauvage de Billy, la vieille âme de Maddie, la confiance fragile de Lucy, l'amour éclatant d'Abby, et sut avec une certitude absolue que c'était exactement là qu'il était censé être. Pas seul, pas vide, pas noyé dans le chagrin, mais ici, avec eux. Une famille forgée non par le sang,
mais par le choix. Non par l'obligation, mais par l'amour. Le vent hurlait toujours dehors, comme il le faisait toujours dans le Wyoming. Le monde était toujours dur, froid, et plein de gens qui préféraient étiqueter les enfants plutôt que de les aimer. Mais à l'intérieur de cette maison, il y avait de la chaleur. Il y avait de la lumière. Il y avait des rires et des larmes, et le chaos magnifique et désordonné de 7 enfants apprenant à faire confiance, et d'un homme apprenant à vivre à nouveau. Ils s'étaient trouvés quand ils en avaient le plus besoin. Ils s'étaient choisis quand le monde disait qu'ils ne valaient rien, et ils avaient construit ensemble quelque chose que personne ne pourrait jamais leur enlever. Parce qu'à la fin, les étiquettes n'avaient pas d'importance. Le passé n'avait pas d'importance. La cruauté des étrangers et le jugement de la société, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était ce moment, cette famille, cet amour. Ce qui importait, c'est que 7 enfants qui avaient été appelés indésirables étaient désirés maintenant, complètement et pour toujours. Ce qui importait, c'est qu'un homme brisé avait trouvé sa raison de vivre et que 7 enfants perdus avaient trouvé le chemin de la maison. Ils étaient des Thornton maintenant. Tous, liés non par le sang, mais par quelque chose de plus fort. Et c'était tout.